Allez, deuxième fois que je te pose la question, comment ça va Valentin aujourd'hui? Ça va toujours bien, toujours bien, j'ai pas Tu- évolué. Top. Pourquoi on te connaît aujourd'hui, Valentin? Pourquoi on me connaît? Ah, c'est Ouais. une bonne question. Je sais pas pourquoi on me connaît. Les gens me connaissent parce qu'ils m'ont vu sur Instagram généralement. Mhm. Donc, s'ils m'ont vu sur Instagram, c'est qu'ils m'ont entendu parler probablement de tendons et Ouais. de tendinopathie. C'est majoritairement ce que je publie sur les réseaux sociaux. Donc, si on me croit sur les réseaux sociaux, il y a de grandes chances qu'on tombe là-dessus, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en amont, présenter un petit peu ton parcours? Pas de manière, voilà, de manière succincte, mais comprendre un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu proposes aujourd'hui. Voilà, te connaître un Ok. petit peu plus. Pas besoin de partir du brevet, je peux partir de plus loin. C'est Non, bon. pas besoin de sortir du brevet des collèges. Euh, Bah, du coup, initialement, j'ai fait un parcours STAPS. Je vais parler Mhm. du parcours professionnel, hein. Je pense que c'est ce qui intéresse probablement le plus. Donc, un parcours STAPS, préparation physique et réathlétisation à Nice, que j'ai poursuivi jusqu'au Master 2. Mhm. À la suite de quoi, j'ai fait les tests d'entrée de l'armée de terre, donc l'école d'officier de Saint-Cyr, puisque c'était l'objectif à la base. Je l'avais fait ce Master 2 pour ça. Que j'ai passé et après quelques semaines, quelques mois, je me suis rendu compte que finalement l'armée ça allait pas me plaire. Donc j'ai quitté l'armée et je me suis retrouvé gentiment au chômage. Puisque du coup je suis revenu de l'armée sans réellement de travail et de ce que j'avais pu faire un petit peu juste après mon master, donc mon travail dans le sport un peu de haut niveau à l'INSEP, etc. J'avais vu que le métier de kiné ça pouvait me brancher, quoi. Si tu veux, j'étais un peu à la recherche de ce que je voulais faire et je me disais que le métier de kiné associé à celui de préparateur physique, ça pouvait faire quelque chose de sympa. Donc du coup, je me suis renseigné comment faire kinésithérapeute. Il fallait faire l'école de médecine, enfin la première année de médecine, qui est un gros concours en France. Pas évident, surtout quand j'avais quoi, je devais avoir 22 ans. J'avais arrêté l'école depuis un an. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de maths, etc. Donc bon finalement j'ai fait la première année de médecine, j'ai réussi. J'ai fait ensuite l'école de kiné, donc c'était l'école de première année de médecine plus 4 ans, pendant lesquels j'ai également poursuivi un master de recherche. Et donc après 4 ans, je ressors avec du coup le diplôme de kinésithérapeute. J'ai toujours mon master 2 de préparateur physique et j'ai un diplôme de master 2 en recherche, éducation et santé. Et du coup, à partir de là, je démarre mon activité de kiné en déconventionné uniquement. Quoi la différence entre le déconventionné et le conventionné? La différence, c'est que les séances que je propose, elles sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Ok. Donc, elles sont à la charge du patient ou de certaines assurances privées. Parce que je travaille pas mal avec des patients étrangers qui ont des assurances privées, donc elles sont prises en charge par les assurances privées, mais pas par la sécurité sociale. Donc, ça me permet à moi de fixer mon tarif Mhm. et ça me permet du coup de pouvoir exercer comme je l'entends, c'est-à-dire avoir la possibilité d'accorder le temps que j'estime nécessaire au patient. Ok. Ce que tu ne peux pas faire avec un circuit de kiné classique, on va dire, Conventionné. conventionné. Bah, en vrai, il n'y a aucune loi qui t'interdit de consacrer du temps à ton patient. C'est juste que si tu exerces en conventionné, tu es euh, payé par les tarifs de la sécurité sociale, c'est-à-dire, alors je ne le sais pas exactement parce que du coup, bah, moi, je suis pas C'est payé comme 16. ça, mais Non, non, un truc comme voilà, ça. 16, à une Mm. époque, c'était 16,13 €. Je crois qu'il y a eu une réforme comme quoi c'était passé à 16,70 €, mais ça, finalement, c'est redescendu, je crois, quelque chose dans le style. Et donc, bon, le patient qui reste 3 minutes ou qui reste 1 heure et demie dans ton cabinet, tu prends 16 € de brut. Brut. Donc, à toi de le gérer comme tu veux, mais c'est sûr que, en fonction de ce que tu as besoin pour vivre, bah, ça risque de faire un peu léger, quoi. De ton œil à toi, est-ce que ça a une influence? Moi, j'ai ma petite idée sur le sujet, sur la qualité de la prise en charge. Bah, d'après le code de déontologie, j'ai pas le droit de répondre à cette question. Maintenant, D'accord. j'ai mon opinion qui est que, sans juger de la qualité des soins qui sont proposés, je trouve que quand tu n'es pas pressé par le temps, pressé par l'argent, et que tu as le temps de utiliser au maximum tes connaissances, tu es plus à même de répondre aux problématiques du patient. Bonne réponse. Non, parce que, mais non, Elle je est fais subtile. Non, mais elle attention. est subtile, Ouais. mais elle est... Non, non, mais je comprends. Je Parce savais que même pas que tu pouvais, si tu veux, en fait, il faut sans faire rentrer très dans la critique. attention. Non, non, il faut faire très attention parce que
À une époque, j'ai été un petit peu plus véhément, un peu plus virulent parce que j'étais un petit peu attristé de la qualité des soins que certains des patients pouvaient recevoir. Quand j'assistais au congrès des médecins, je voyais la réputation des kinés qui était catastrophique. Certains médecins n'osaient ou chirurgiens n'osaient même plus envoyer le patient chez le kiné ou recommander des séances de kiné parce que ils considéraient ça comme inutile. Et donc du coup, bah, sur les réseaux, j'avais été un peu plus véhément et certains confrères, kinésithérapeutes, l'ont pris personnellement et donc du coup, j'ai déjà eu des problèmes avec l'ordre des kinés. Donc, Ok. chat échaudé craint l'eau froide. Donc maintenant, j'y Mollo, vais plus mollo, piano, tranquillement. piano. Voilà, exactement. Ce qui n'empêche pas ce que je pense. Ouais. Mais justement, moi, je travaille avec des élèves. Je suis coach préparateur physique aussi. Et j'ai beaucoup de gens dans un process de réhabilitation, de rééducation, qui me demandent souvent si je connais un bon kiné et quels sont pour toi, sans forcément rentrer Mhm. encore une fois dans la critique ou dans les domaines de compétences de chacun et chacune, mais comment on pourrait permettre à un élève lambda, entre guillemets, à un patient de reconnaître un kiné qui pourrait être compétent dans sa prise en charge. Tu vois, déjà, la question, elle est folle parce que quand on arrive à demander est-ce que tu peux me recommander un bon kiné, ça veut dire Ouais, que tu as déjà eu l'expérience de mauvais kiné. on me pose très très régulièrement la question et j'ai Ah pas ouais. forcément de réponse parce que de un, moi j'ai jamais été blessé au point d'aller voir un Ouais. kiné. Il m'est arrivé une ou deux fois, mais pour des trucs pas très méchants. Et de deux, bah j'ai pas dans mon réseau direct des gens que je pourrais recommander. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de dire à la personne bah va sur Google Maps ou sur Doctolib et tu choisis quoi. Ouais, mais ça montre l'état de la kiné actuelle en France et c'est un vrai problème. De mon point de vue, et ça ne tient qu'à ça n'engage que moi, quand un patient se présente chez le kiné, déjà, il doit se sentir autre chose qu'un numéro de sécurité sociale. Ok. Ça veut dire qu'il doit y avoir une prise en charge qui est personnelle, avec un accueil, un bilan, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que la première séance avec un kinésithérapeute doit, et ça pour le coup c'est légal, je veux dire c'est statué, être un bilan pendant lequel le kiné effectue des tests, cherche à découvrir la problématique. Donc il y a une anamnèse, c'est-à-dire un interrogatoire, des questions. Le kiné s'intéresse à la vie du patient, ses antécédents, ce qui lui est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce qu'il a pu faire, etc. Il pose des questions. Ensuite, il effectue des tests physiques. Alors après, la qualité des tests physiques qu'il va faire, si vous voulez, ça c'est, si tu veux, ça c'est un truc un peu général. Personne ne sait vraiment. D'ailleurs, on sait pas vraiment lesquels sont les meilleurs et est-ce que c'est vraiment important. Mais en tout cas, il y a cette phase qui est nécessaire d'évaluation. À partir de là, le kinésithérapeute va pouvoir mettre en place un plan d'action. Il va dire, OK, la problématique, de mon point de vue, elle vient de ça, par rapport au questionnaire et aux tests qui ont été réalisés. Voilà ce qu'on va essayer de mettre en place. Et voilà ce que j'attends de vous, donc quand il s'adresse aux patients. Et voilà ce que moi, je m'engage à faire. C'est-à-dire, moi, je m'engage à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour vous soigner. Et vous engagez à mettre en œuvre tout ce que vous pouvez faire pour être soigné également. Donc il y a vraiment un contrat qui doit se faire et un contrat de confiance. Et la première séance, elle doit ressembler à ça. Elle ne doit pas ressembler à un isolement du patient dans un box sans explication réelle de ce qui se passe, sans qu'il comprenne sa pathologie, sans réponse à ses questions. Je pense que déjà, lorsque le kiné prend le temps, lors de la première séance, de répondre aux questions, de s'intéresser à la vie du patient, de mener un examen et d'établir un plan, on est déjà sur quelque chose qui est cohérent. Après, ce qui fait, on peut pas vraiment évaluer la qualité. Ouais, c'est difficile pour un patient, enfin, patient, ouais, un patient, Impossible. de savoir si ce qu'il fait, ça va être juste ou pas surtout sur du moyen et du long terme. Impossible. Et même entre nous, kinésithérapeutes, il y a plusieurs façons de prendre en charge une même pathologie. On va pas tous le faire de la même façon. Et pour autant, il n'y en a pas un qui sera moins bon que l'autre. Mm. C'est pas ça. Mais par contre, il faut absolument que le patient se sente pris en considération. Donc, quand il y a des discours qui reviennent comme j'ai été mis dans un box avec une machine que je devais allumer et éteindre et partir, il n'y a pas de prise de considération. Là, on n'est pas dans de la kinésithérapie de qualité, c'est sûr. Là que se pose la question finalement de la prise en charge individualisée et pas de groupe qui peut avoir sens peut-être dans un collectif de personnes qu'on a régulièrement,
mais qui finalement, à l'échelle d'un patient lambda, entre guillemets, est difficilement envisageable pour gérer une pathologie sur le long terme. Bah, si tu veux, c'est un peu comme dans le sport, dans la préparation physique, dans le coaching. Mm. C'est-à-dire que la quantité va très rarement avec la qualité. Mais c'est vrai pour tout ça. Donc, le problème actuel qui se pose dans la kinésithérapie en France, c'est que comme les kinésithérapeutes sont sous-payés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est très difficile pour eux de proposer un service vraiment de qualité et en même temps d'avoir une qualité de vie à côté. Donc, ils sont obligés de faire du volume quelque part. À 16,13 € du patient, il t'en faut au moins 3 par heure. C'est un Oui, bien sûr. minimum. Bien sûr. C'est un minimum. Donc ça veut dire que si tu le fais de manière individuelle, t'as que 20 minutes à consacrer aux patients. C'est ridicule. Moi, j'ai des patients pour des séances, je passe 1 heure et demie avec eux. Moi, j'imagine bien, ouais. Donc si tu veux, c'est le système comme il est conçu n'encourage pas la qualité des soins de kinésithérapie. Maintenant, quand on regarde de manière générale la qualité des soins de kinésithérapie qui sont proposés, on peut se poser la question s'ils sont pas justement rémunérés. Mais le problème, il est que c'est une rémunération qui est générale. Donc en fait, il peut y avoir peut-être, je sais pas, même s'il y a 30% des kinés qui vraiment se donnent du mal, mettent de côté leur qualité de vie, se forment, sacrifient de l'argent, du temps, etc. pour offrir le meilleur des services possibles aux patients, s'il y a 70% des kinés qui continuent de pas faire cet effort, eh ben, là, il n'y a pas de raison d'augmenter la rémunération. On va pas non plus rémunérer plus des gens qui font moins bien le travail. Donc c'est là où en fait le problème se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? On augmente tout le monde pour satisfaire les 30% qui font bien leur travail, au risque de surpayer 70% qui font mal leur travail, ou est-ce qu'on laisse le tarif très très bas et donc à la hauteur de ce que fait 70% des kinés? Et dans ce cas-là, forcément, bah, il y a 30% des kinés en France qui sont complètement lésés. Et c'est là que le problème se pose. Et la limite à se déconventionner, du coup, pour les kinés qui seraient, du coup, dans ces 30%, c'est quoi selon toi? Maintenant que tu es passé de côté déconventionné? Bah, la principale limite, c'est que les kinés ont peur de pas avoir de patients. Et ce qui s'entend, puisque comme la kiné a toujours été remboursée en France, il y a des patients qui n'ont aucune idée de ce que coûte une séance de kinésithérapie. Aucune idée. Pour eux, ils n'envisagent même pas de payer. Même, tu vois, il y a des kinés qui, pour essayer de s'en sortir, essayent de proposer un dépassement d'honoraires. Moi, j'ai des confrères ici qui proposent un dépassement d'honoraires de 5 € à la séance. Donc pour essayer du coup de te Mhm. consacrer une demi-heure aux patients plutôt que 20 minutes. Et il y a des patients qui leur font un scandale pour ça. Un scandale. D'accord. Ok. Pour 5 €. Mhm. Comment veux-tu qu'ils aient confiance dans le fait que les patients vont payer eux-mêmes une séance complète à, je sais pas moi, chacun mettra le tarif qu'il veut, mais à 45, 50, 100, 150 €. C'est extrêmement difficile. Et si tu veux, les kinés sont un peu emprisonnés dans une prison dorée parce que le système est fait pour leur garantir un agenda plein aujourd'hui, parce que comme le service est remboursé, c'est pas compliqué de vendre un service gratuit. Il y a rien de plus facile. Ça se remplit tout seul? Ça se remplit tout seul. Et donc ça veut dire je dois quitter un confort où on m'assure entre deux et bah, si on reste dans de la kiné quand même on fait pas de l'abattage mais entre 2500 et 3500 € par mois garantie à je sais pas quoi. Mhm. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et donc la majorité des kinés, soit ils se sentent pas compétents pour se déconventionner, soit ils ont peur de pas trouver de patients, soit ils sont dans un environnement, dans un endroit où bah, les patients n'auront pas les moyens de payer. Donc c'est ces freins-là, mais légalement parlant, il y a aucun frein. Fais du coup pour inciter les gens à venir vers du déconventionné. Comment tu fais toi, de par ton expérience personnelle, pour que les gens viennent plus vers toi plutôt que vers un circuit de kiné finalement lambda, classique? Bah, je pense qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai plus besoin de faire de promotion, c'est-à-dire que c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Hmm. Donc ça fait maintenant plusieurs années que je suis installé. Comme j'ai jamais été conventionné, donc forcément les gens me connaissent comme un kiné déconventionné. Donc aujourd'hui c'est relativement facile pour moi parce que j'ai entre guillemets rien à faire hormis assurer un service de la plus haute qualité possible à chaque rendez-vous. Par contre, c'est une pression à chaque rendez-vous. C'est-à-dire que je peux pas me dire aujourd'hui c'est pas grave, je suis pas en forme, je suis fatigué, j'ai passé une mauvaise journée, machin, etc. Je vais faire une mauvaise séance. De toute façon,
Là, il revient la semaine prochaine ou dans 2 jours, etc. Donc je me rattraperai. Là, je sais pertinemment qu'à chaque fois qu'un patient se présente, si je fais de la merde, il se barre et il reviendra pas. Et il reviendra pas. Et en plus, autour de lui, il va dire ah, là déjà il se prend pour je sais pas qui à facturer ses séances, mais en plus c'est nul. Donc si tu veux, moi c'est une pression quotidienne que j'ai là-dessus et qui me dérange pas du tout parce que c'est un métier que j'ai choisi et que j'aime ce que je fais, donc le faire du mieux possible, si tu veux, c'est juste normal pour moi. Mais par contre, voilà, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, de prendre des pathologies que tu ne maîtrises pas, d'offrir des soins que tu ne maîtrises pas et qui ne sont pas au top de la qualité. Sinon, bah ça s'écroule très très vite. Et moi j'ai bâti, et je pense que de toute façon tout, tout se bâtit sur la réputation. C'est la chose la plus importante qu'on puisse avoir. C'est la réputation. Les gens, quand ils parlent de moi, doivent dire que je suis un kiné qui s'occupe du patient, qui prend du temps pour le patient, qui offre des soins de qualité, qui répond aux questions et qui accompagne le patient au travers de la prise en charge. Si c'est pas ça qui en ressort, c'est que j'ai mal fait mon travail. Accompagnement. Ah oui, oui. Si tu veux, les gens en ont marre d'être un numéro de sécurité sociale. En France, on nous a vendu la santé comme gratuite. Les gens pensent que la santé est gratuite en France, mais la bonne santé, elle est payante. Elle n'a jamais été gratuite. Je ne sais pas, les dernières personnes qui ont eu une maladie grave et qui sont allées à l'hôpital, si vous voulez, on maintient en vie gratuitement, mais après, les hôpitaux sont débordés, les urgences, c'est catastrophique. Ils sont en sous-effectif partout. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, et force à eux, parce que vraiment, travailler dans les conditions des hôpitaux, c'est... Moi, franchement, je pourrais pas. Donc, force à eux, parce qu'il en faut. Mais on peut pas dire que ce sont des soins de qualité. On est mieux soigné dans une clinique privée, et personne pourra contredire ça. Mais c'est payant. La majeure partie de tes patients, et ça fera le lien aussi avec ta deuxième casquette, entre guillemets, parce que je sais qu'on te fait souvent la blague, qui est préparateur physique. Est-ce que c'est des gens qui viennent principalement d'un cursus sportif ou c'est Moi, un peu monsieur, madame, tout le monde? alors j'ai absolument tout, et ça c'est toujours des fois je rigole tout seul, des patients tu vois, s'enchaînent au cabinet. C'est-à-dire que je peux avoir l'homme d'affaires millionnaire qui vient et qui, si je suis pas là, ne fait absolument rien, rien, d'accord. Quand tu dis si t'es Euh, pas là, c'est-à-dire chez lui, il ne fait pas ah oui, les rien. exercices que tu lui donnes. Ok. Rien. En fait, c'est-à-dire que, mais après, moi, quelque part, je le comprends parce que probablement c'est ce que je ferais. C'est-à-dire qu'il estime que maintenant il a de l'argent et donc du coup il a plus à faire l'effort. Il me paye, je viens et je suis censé lui faire l'effort. Il le fera pas de lui-même. Donc lui, c'est celui qui, si tu veux, c'est la catégorie de patient qui est pour qui l'argent n'est pas un problème et qui du coup peut se permettre de payer chaque effort. Je vois très bien. Ça, c'est la catégorie, voilà, c'est une catégorie de patient. Ensuite, j'ai derrière le sportif de haut niveau qui, lui, hormis quand c'est un footballeur, qu'est-ce que j'ai? Pilote de Formule 1, qui est-ce qui est argent illimité? Et tennisman et basketteur. C'est les quatre que je peux avoir qui ont argent illimité, qui du coup font chez eux, mais en même temps ont un peu la mentalité de celui d'avant. C'est-à-dire que je paye, tu viens, Mhm. tu me fais faire. Et après, j'ai les sportifs de haut niveau qui sont dans des sports qui rémunèrent pas. Et ça, il y en a plein, plein, plein. Les torts en France. Euh, ça c'est plus compliqué parce que eux du coup ils sont obligés de faire les efforts chez eux ou dans leur salle ou etc parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer chaque effort. Ils payent une séance par semaine ou des choses comme ça ou un accompagnement au mois et ils doivent faire les efforts chez eux. Et après j'ai la personne lambda qui fait pas de sport et qui n'a pas les moyens de payer chaque effort. Donc là, pareil, elle vient une fois par semaine, elle ou paye son accompagnement au mois et elle est obligée de fournir des efforts chez elle. Donc Tu dis l'accompagnement, moi, c'est un accompagnement à distance que tu fais en plus, c'est ça? exactement que je Ok. propose en plus parce que justement les personnes n'ont pas forcément les moyens de payer. Si tu veux, pour rééduquer une vraie pathologie, si on fait les choses sérieusement, il faut au moins 3-4 séances par semaine. Hmm. Ok. Enfin, tout le monde ne veut pas se payer 4 séances, que ce soit du coaching ou de la kiné, enfin peu importe, par semaine. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas et la majorité ne peut pas. Donc, ça veut dire que ces séances que tu ne peux pas te payer, il faut que tu les fasses chez toi tout seul. C'est possible, hein, c'est tout à fait envisageable. Mais du coup, voilà, j'ai créé une formule d'accompagnement où j'accompagne les gens, on le fait une fois par semaine, on voit les exercices, on les filme, etc. Et après, je les accompagne chez eux pour qu'ils puissent le faire chez eux. Mais sinon ils s'en sortent pas.
rebondis là-dessus. La réhabilitation, pour toi, c'est minimum un certain volume par semaine, une séance de kiné par semaine. Bon, ça dépend des pathologies, bien évidemment, j'imagine bien. Mais ça, de manière générale, ça te semble trop peu? Je pense que peu importe, Là-dessus, ouais, peu importe les pathologies en fait, parce que tu vois, tu as porté la nuance de, j'imagine, ça dépend. Je pense qu'aucune pathologie ne peut se soigner une fois par semaine. hmm, Même 2 fois par semaine, pour moi, c'est juste. ok. Très très juste. Ouais. C'est véritablement un... J'enfonce un peu des portes ouvertes parce que je suis convaincu de ça aussi, mais c'est important que les gens l'entendent de la part de Ah ouais. professionnels de santé. Je dis souvent aux gens que voilà, faut s'impliquer un petit peu. Des fois, un petit peu tous les jours, c'est mieux qu'une grosse séance par semaine. C'est encore plus vrai, je pense, dans un process de réhabilitation. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Oui, oui. En fait, le truc, c'est que pour avoir, quand on a une pathologie, ça veut dire que notre organisme interne, nos tissus, nos ligaments, nos tendons, notre organisme a été dépassé par les capacités de l'environnement. Donc je me blesse parce que bah, les contraintes de jouer au foot étaient supérieures à mon ligament croisé, ce qu'il a pu encaisser, ou sauter au basket a été supérieur à mes ligaments latéraux de la cheville, donc je me suis fait une entorse, ou courir un marathon, c'est des contraintes supérieures à ce que mon tendon d'Achille peut supporter. Donc ça veut, dans tous les cas, les contraintes de l'activité dépassent que mon organisme peut supporter. Donc là, la seule façon de réussir à surmonter ça, c'est d'augmenter les capacités de l'organisme. Et pour augmenter les capacités de l'organisme, il faut le forcer à faire. L'organisme, il est dédié à la survie, à l'économie d'énergie. Moins il en fait, mieux il se porte. Pour lui, rester sur le canapé à manger des chips et regarder Netflix, ça lui va, mais très très bien. Très très bien. D'accord. Ça, c'est un truc qui kiffe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait assez facilement. Aller dépenser de l'énergie pour créer du muscle, créer des tissus, créer des choses, etc. Il n'est pas fan. C'est pour ça que c'est difficile, que ça coûte un effort à faire. Pour autant, pour augmenter les capacités d'énergie de l'organisme, on n'a pas le choix que de faire, c'est de fournir cet effort. Et la plasticité de l'organisme, elle fonctionne. Donc la plasticité, c'est la capacité de l'organisme à s'adapter aux contraintes, à évoluer dans un sens, donc progression comme dans l'autre, hein, régression, c'est réversible. Le principal facteur, c'est la fréquence. À quelle fréquence je vais imposer cette contrainte à mon organisme? Plus la fréquence est élevée, plus il y a de chances qu'il s'y adapte. Et plus c'est tôt dans la vie, et plus il y a de chance également. Mais c'est comme apprendre une langue. Hein. Les gens, il suffit de faire le parallèle avec apprendre une langue. Personne n'est devenu bilingue en parlant 1 heure d'anglais par semaine. Personne. Si tu veux devenir bilingue, parler anglais, bah, tu vas devoir t'y coller. Celui qui fait 2 fois 1 heure par semaine sera moins bon que celui qui fait 5 fois 20 minutes, qui sera moins bon que celui qui fait 5 fois 1 heure, que celui qui fait 7 fois 20 minutes ou 7 fois 1 heure. Plus il y a de fréquence, plus on devient bon. Ah, justement, c'était la question à la question est-ce qu'il y a une fréquence où ça peut devenir trop? Des fois, tu as des gens qui veulent trop en faire, qui veulent aller trop vite, qui veulent essayer de raccourcir un peu le temps de réhabilitation. Est-ce qu'il y a un temps déjà de presque prédéfini? On dit Ouais. souvent, par exemple, pour les ligaments croisés, que c'est à peu près 6 mois. Est-ce que ce temps peut être raccourci? Est-ce que ce temps peut être Alors, véritablement cuté? en fonction du tissu qui va être abîmé, un ligament, un tendon, un muscle, un os, on va avoir un temps de cicatrisation qui est en rapport avec la biologie humaine et qui n'est pas changeable. Personne ne cicatrise plus. Enfin, un tendon, ça cicatrise en 4-5 mois. Un ligament, ça cicatrise en 8 mois, 9 mois, 1 an. On peut juste faire la différence entre les deux pour les gens qui seraient pas Oui, un forcément tendon, faits. ça relie un muscle à un os. Ok, Un ligament, ça relie un os à un os. ok. Mais globalement, la structure est à peu près équivalente. Seulement, voilà, un ligament, c'est entre deux os, donc ça a besoin d'être raide. Alors qu'un tendon, ça relie un os à un muscle, donc ça a besoin à la fois de raideur et de ce qu'on appelle la compliance, donc une capacité à se déformer assez facilement. Mais si tu veux, un os, c'est pareil, il y a une durée de cicatrisation, un muscle, et ça, on peut pas l'accélérer. Enfin, Ok. c'est pas parce que toi et moi, en fait, on cicatrise à la même vitesse. Tu vois. Maintenant, si tu passes chez la case médecin et qui t'injecte des cellules de je sais pas quoi, ok, peut-être tu vas aller un peu plus vite. Mais il va falloir passer par des méthodes externes auxquelles on n'a pas tous accès. On n'est pas tous joueurs de Ligue 1. On peut pas tous s'exiler en Belgique ou je sais pas où. Ils nous font des injections de placenta de jument et des choses comme ça pour aller plus vite. Donc la biologie, on peut pas l'accélérer.
On peut pas l'accélérer. Ce qui est d'ailleurs assez drôle parce que il y a pas, à l'heure actuelle où l'apparence est importante, il y a plein de personnes qui passent leur temps à essayer de ralentir la biologie. Tu vois, vite, 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 pas de rides, pas de vieillissement, etc. On ralentit la biologie, mais par contre, on n'accepte pas de la laisser prendre son temps quand il s'agit de cicatriser. Mais ça, on peut pas l'accélérer. Par contre, ce qu'on va pouvoir accélérer, c'est les capacités physiques. C'est-à-dire que on va pouvoir accélérer la capacité à produire de la force, la capacité à emmagasiner de la force, la capacité à bouger, à se mobiliser, de l'amplitude articulaire. Ça, on va pouvoir, selon les méthodes d'entraînement, être plus ou moins efficace. Mais ce qui est de la cicatrisation, c'est tout le monde. Là, pour le coup, on est assez tous égaux, quoi. Et quoi le lien justement entre, comme toi tu fais ces deux métiers, entre la préparation physique, le métier de coaching et la kinésithérapie? Ouais. Quel est le lien entre les deux finalement? Alors là, tu vois, la frontière, elle est hyper fine. Et en ce Hmm. moment, elle est plus que fine et elle est plus que C'est pour ça que je te pose rongée. la question, Ouais. ouais. Et ça, c'est un gros problème actuel. Moi, j'estime que c'est un problème parce que j'ai fait les deux cursus et je peux affirmer qu'à l'heure actuelle, alors peut-être que ça changera, mais à l'heure actuelle, le cursus de kiné ne prépare en rien au coaching et ou à la préparation physique. Et le cursus universitaire, donc les 5 ans, le master de préparation physique, ne prépare en rien à la kinésithérapie. Donc, le kiné s'occupe de la pathologie. Donc, en fait, si on part du stade zéro, qui est la vie normale, la pathologie survient, on est en négatif en termes de capacité. Le kiné ramène à zéro, ou un peu plus que zéro, et ensuite, le préparateur physique ramène au stade athlète, donc dans le sport. Mais logiquement, lorsque la cicatrisation, et encore, j'ai envie de dire, quand la douleur est terminée et que le patient a retrouvé ses capacités fonctionnelles, il passe avec le préparateur physique. C'est le kiné qui drive le préparateur physique dans l'utilisation des exercices. Idéalement, hein, je Ouais. sais que dans Ouais, un ouais. monde idéal, c'est Alors, ça. il y a pas vraiment d'idéal parce que moi, si tu veux, j'ai travaillé dans des clubs de foot de Ligue 1 où il est clair et net qu'il y a une hiérarchie. C'est net. Il y a le chirurgien, il y a le médecin, il y a le kiné et il y a le préparateur physique. Et le préparateur physique, il fera ce qu'on lui dit. Et d'ailleurs, le kiné, il fait ce que dit le médecin. Par exemple, moi, j'étais dans un club de foot, donc Ligue 1, et c'était interdiction d'utiliser des charges. Voilà. Donc tu te démerdes avec ça. Tu fais de la kiné et de la préparation physique sans charge. Jamais. Jamais. Pas de charge. D'accord. Voilà. Et qui a décrété ça? Le président. Donc c'est-à-dire que dans toute l'usine médico-sportive, c'est celui qui a le moins de compétences en termes de médico-sportifs qui a pris la décision de dire vous travaillerez sans charge. Et donc là, tu dis ok, ok, on adapte. Donc il y a vraiment cette hiérarchie. Le kiné fait ce que le médecin dit, le préparateur physique fait ce que le kiné dit. Dans... Maintenant, moi Excuse-moi, vas-y. j'estime que si les deux sont compétents dans leur domaine et savent respecter, et ça c'est ça qui est dur, le fait que l'autre est plus compétent que lui-même dans un autre domaine, c'est ça qui est pas facile à accepter. Normalement, il y a personne qui a besoin de dire à l'autre ce qu'il doit faire. On échange, où est-ce qu'il en est? Il en est là, ok, je sais comment le gérer. Où il en est? Ah, il est encore en galère là-dessus, il a des douleurs là-dessus, ok, je sais comment le gérer, je m'en occupe. Et si moi, j'y arrive pas, je te pose la question. Mais prendre ce recul-là et dire, ok, je sais que l'autre gère mieux que moi ça, humainement, en termes d'ego, surtout dans le sport de haut niveau, c'est chaud, surtout quand il y a de l'oseille en jeu. Dans un contexte plus lambda, plus quotidien, on va dire, moins sportif de haut niveau, j'ai par exemple moi un élève qui a une rupture partielle du ligament croisé postérieur. C'est rare. Et ouais, il sait même pas comment c'est fait. Bah, il a dû tomber sur les genoux. Ok, bah je lui dirais. Rachid, si t'écoutes, t'es tombé sur les genoux. Voilà. Ouais, ou un coup. En gros, c'est un Ouais. coup de l'avant vers l'arrière, souvent. Et il a le creux poplité là qui est très gonflé. Et bon, il a de moins en moins mal, il travaille bien avec son kiné, et nous, on travaille un petit peu sur les membres inférieurs. Donc moi, je suis toujours en train de checker un peu ses capacités. Mais quel est le moment où moi, je peux finalement
faire peut-être trop, même si je suis toujours en train de le questionner en fonction de son ressenti, toujours en train de le questionner par rapport à ses douleurs, je le vois 3 fois par semaine, donc j'ai des feedbacks quand même assez récurrents. Le kiné est plutôt content de son côté, visiblement, de son évolution. À quel moment ça peut être bon? À quel moment ça peut être plus impactant négativement que positivement? Ça, de toute façon, tu peux pas le savoir. Même le kiné, il peut pas vraiment le savoir. On a des marqueurs qui sont le sommeil, la douleur, la baisse des performances. Hmm. Donc par la douleur, elle est plus intense, ou elle apparaît plus précocement, ou elle apparaît avec moins de charge que d'habitude. Donc là, c'est qu'on est en train de tout doucement de dépasser les capacités de l'organisme. Le sommeil qui se dégrade, l'alimentation qui se dégrade. Donc ça va être des facteurs de surentraînement. Tout ça, c'est des marqueurs qu'on va prendre et qui, encore une fois, ne peuvent être pris que si le patient ou l'athlète est pris en considération. On en revient au départ. C'est-à-dire que si quand l'athlète arrive au cabinet, moi je lui pose pas de questions, on attaque directement ou je le mets dans un box et il se débrouille tout seul, je peux pas évaluer ces critères. Tout comme toi, si tu reçois l'athlète et que tu le mets direct sur un circuit training avec les exercices écrits au tableau et débrouille-toi, tu peux pas prendre en considération ces paramètres-là. Donc, encore une fois, on gère un être humain, donc du coup, il doit forcément y avoir de l'humain dans la relation. Si la relation, c'est juste te dit quoi faire, donc subordonné à subordonnant, tu vois, ça peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un échange, un contrat de confiance. Et le contrat de confiance, là, il y a une triptyque entre le kiné et le prépa, et ensuite le kiné et l'athlète, et le prépa et l'athlète. Il faut que ce triangle-là, il soit vertueux, et qu'il y ait une relation qui s'établisse. Parce que tu peux pas, sinon, savoir, si tu sais pas, imagine, t'as cet athlète-là qui vient chez toi, il te dit pas, tu sais pas ce qu'il a fait la veille avec le kiné. S'il faut, il s'est tapé déjà une grosse séance avec le kiné la veille. Toi, tu le sais pas, donc tu restes sur ton truc, tu fais ta séance et du coup, ça se surcharge et à la fin, il a mal. Tu vas te dire merde, j'ai mal fait mon travail. Sauf que toi, ta séance, elle était cohérente. C'est juste que tu savais pas que la veille, il avait envoyé déjà une cartouche avec le kiné. Donc, s'il y a pas cette communication là, bah forcément, ça peut pas fonctionner. Je sais pas, mais justement, c'est comment on peut être sûr euh, j'en reviens au tendon parce que c'est un peu Hmm. ton domaine de spécialité. Comment on peut être sûr de pas surcharger si t'as parlé de capacité tout à l'heure, ces capacités tendineuses, quels peuvent être les signaux qui peuvent nous montrer qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui va bientôt arriver. Bah, la douleur est quand même un facteur important, c'est-à-dire que dans les stades décrits de la tendinopathie, donc tendinite pour les anciens, tendinopathie pour le lexique actuel, on va déjà, il y a les raideurs du matin. C'est-à-dire qu'on se réveille, on sent le tendon raide. Il n'est pas spécialement douloureux, mais on sent qu'il est raide, il fait savoir qu'il est là. Un tendon, quand il est sain, tu le sens pas. Donc quand tu commences à le sentir, c'est que il se trame quelque chose. Ensuite, il va y avoir la douleur à l'effort, enfin juste après l'effort, au repos. Je viens de finir ma séance de course à pied, je viens de séance de boxe, séance de lutte. Enfin, il faut qu'il y ait un peu de contact au sol, de saut pour quand même que le tendon soit surchargé. Mais et au repos, je sais pas, 10-15 minutes après, je commence à avoir des petites pointes dans le tendon. Là, c'est que tout doucement, ça commence à se dégrader. Et puis, la douleur se fait de plus en plus présente, de plus en plus importante, et surtout, elle arrive de plus en plus tôt, et finalement, elle finit par se déclencher dès la sollicitation du muscle qui s'attache sur le tendon. Et là, bon, là, on est arrivé à un stade assez important. Donc, la douleur marche quand même plutôt pas mal hein, pour gérer ça. Le problème, et ça en plus c'est majoré dans certains sports, on a tendance à ne pas l'écouter. Ça vient des années 70-80 d'Arnold Schwarzenegger, no pain no gain. Bah no pain, no santé surtout, tu vois. Il vaut mieux quand même des fois quand t'as mal prendre en compte la douleur. Tu vois, quand tu commences à avoir mal à l'épaule, c'est pas ok c'est rien, je suis un lutteur, machin, je fais du MMA, je fais de la lutte, machin, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Si t'as mal. Et si tu prends pas en charge cette douleur, bientôt elle te forcera à l'écouter. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, quoi. C'est quoi les premières choses à faire du coup quand on commence à avoir ces petites douleurs, selon toi, Sur un tendon, sur un tendon, ouais. quand les douleurs apparaissent, la première chose à faire, c'est comprendre d'où elles viennent. Un tendon chez un sportif, parce que en gros un tendon peut se dégrader soit parce qu'il est surchargé, donc sursollicité, ou alors parce qu'il est sous-sollicité. Mais chez le sportif, on va partir du principe que c'est souvent surchargé. Mm. Donc il va falloir regarder dans l'entraînement
quelles ont été les évolutions qui ont été apportées récemment et qui peuvent expliquer que ce tendon a été surchargé. J'ai j'ai dû perdre du poids pour un combat et du coup, j'ai rajouté 2 séances de course à pied alors que je courais pas. Et mon tendon d'Achille, il a pas accepté. Heu, Au niveau du coude, mes séances de lutte ou le grip en jiu-jitsu, je fais au lieu de faire une séance par semaine de jiu-jitsu, j'en fais 3. Ou dans ma préparation physique, j'ai du travail de grip, donc mon coude est ou de suspension. Donc mon coude est plus sollicité. Donc déjà, repérer quels facteurs ont pu déclencher cette surcharge. Une fois qu'on a ça, bah, intelligemment, l'arrêter, on va le diminuer, ce facteur. Et ensuite, on va tout de suite essayer d'agir spécifiquement sur le tendon. Et un moyen d'agir sur le tendon, c'est d'utiliser l'isométrie. L'isométrie, c'est une contraction musculaire où il n'y a pas de mouvement. Donc, ça nous permet, en fait, c'est typique, c'est la chaise. Les gens se représentent assez facilement la chaise contre un mur. Voilà, il y a le muscle qui travaille, mais il n'y a pas de mouvement. Ou le gainage, où vous vous mettez en position pompe sur une certaine angulation, vous bougez plus. Vous allez bien sentir les muscles travailler, pour autant il n'y a pas de mouvement. Et en fait, l'isométrie nous permet de contrôler absolument tout, puisqu'on peut contrôler l'angle sur lequel on travaille, l'intensité avec laquelle on travaille, et la durée avec laquelle on travaille. Et on peut faire en sorte que tous ces paramètres-là soient non douloureux. Donc on va pouvoir les réguler. À la baisse au début, pour être sûr de ne pas surcharger, on cherche à travailler le tendon sans le surcharger, et au fur et à mesure, on va pouvoir les augmenter pour augmenter ses capacités du tendon et le rendre apte à supporter ce qu'à la base on avait prévu de lui faire faire, et qui apparemment, il n'était pas apte. Donc une tendinopathie, quand c'est pris tôt, ça se règle super facilement. Non. Super facilement. Je veux dire, en 15-20 jours, c'est réglé. Ok. Le problème, c'est que les gens ne consultent jamais à ce moment-là. Ils consultent quand ils ne peuvent plus faire l'activité. Et là, du coup, tu signes pour 3, 4, 6 mois. Quand tu dis ça prend 15-20 jours, c'est avec un process pareil de 3-4 séances par semaine à se concentrer sur la zone qui est lésée, qui commence à être lésée. Et qui, d'ailleurs, tu peux faire, je connaissais pas la différence entre tendinite et tendinopathie. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Je t'ai entendu à ce sujet-là, c'est intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la tendinite ou tendinopathie, à l'heure actuelle et malgré les tonnes de recherches qui sont faites dessus depuis des dizaines d'années, on ne sait toujours pas vraiment comment ça se déclenche. Ça, il faut l'avoir en tête. Le truc, c'est qu'on sait globalement ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que quand on prend un tendon et qu'on l'observe pendant les études, on voit ce qui se passe. Mais on ne sait pas vraiment comment ça se déclenche. On est encore, on tatille, on commence à avoir des certitudes, mais c'est pas encore bien évident. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 choses qui corroborent, il y a 3 facteurs qui sont intrinsèquement liés. Il y a la charge mécanique, donc comme je disais, la surcharge ou la sous-charge. Il y a l'inflammation et il y a la vascularisation. Un tendon, ça a 3 problèmes. Le premier problème, c'est que ça a très peu de cellules. Donc comme ce sont les cellules qui fabriquent les composants du tendon, il y a peu de cellules, donc forcément, ça met du temps à cicatriser, à produire et à évoluer, à s'adapter. Ça est très peu vascularisé. Donc dès qu'il y a un problème, le temps que le sang amène l'oxygène, les nutriments, etc. et évacue les déchets, ça prend du temps, contrairement à un muscle par exemple. Et ça a un renouvellement qui est lent. Donc il faut plusieurs semaines pour renouveler les cellules tendons, etc. Le refaire parce que le corps se renouvelle constamment. Ça normalement, à peu près, les gens sont à peu près au courant. Les cellules meurent, se renouvellent, etc. Partout. Donc ça a ces 3 problèmes-là, un tendon. Donc en fait, quand il y a une surcharge, on va démarrer par la surcharge, il y a derrière un processus inflammatoire qui se met en place. Ce processus inflammatoire, il est là parce que la surcharge a entraîné une lésion. Donc, qui dit lésion dit débris. Donc, l'inflammation va permettre d'activer des molécules inflammatoires qui vont venir nettoyer la zone, évacuer tous les débris et également permettre la cicatrisation. Mais cette phase inflammatoire, elle doit durer normalement entre 3 et 7 à 10 jours. Normalement, quand tout se passe bien. Donc, si tu veux, on peut parler de tendinite pendant cette période-là. Donc là, tendinite, it c'est le suffixe pour inflammation du tendon. Donc il y a réellement une inflammation du tendon au tout début. On commence à avoir mal. Voilà, exactement. On commence à avoir mal, et là, il y a une inflammation, mais qui est nécessaire. Et c'est là où en fait, il ne faut pas faire l'erreur de prendre les anti-inflammatoires, etc. Parce que dans ce cas-là, ça ralentit
l'inflammation et tu ralentis la cicatrisation. Il faut la C'est un laisser peu le, cette. c'est un peu le mécanisme, excuse-moi, c'est un peu le mécanisme automatique chez les gens avec qui je parle. C'est dès qu'ils ont un peu mal quelque part, c'est l'ibuprofène ou je ne sais quoi qui vient couper l'inflammation parce qu'on pense inflammation, on pense problématique. Et donc Bah, ouais. anti-inflammatoire, bah anti-problématique. Bah, en fait, le truc c'est ça, c'est que l'inflammation, sonne comme péjorative dans notre esprit. Mhm. J'ai une inflammation, ouh là là, Ça faut brûle. vite arrêter ça. Non, 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 il faut la laisser. Tu vois, c'est un peu comme les courbatures. Les courbatures, ben, il faut les laisser. L'inflammation après une lésion, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, il faut la laisser faire. Par contre, ce qui est un problème, c'est quand elle dure et qu'elle devient chronique, c'est-à-dire qu'elle dépasse ces 10 jours là. Là, le problème, c'est que l'inflammation, au-delà de permettre le renouvellement, elle va entraîner une dégradation du tendon. Donc il va perdre en capacité, sa structure va se déformer d'une structure très compacte. Ça va devenir quelque chose de, bah, du coup, de pas du tout compact. Tu vois, j'aime bien l'image du. En gros, à la base, c'est un morceau de comté, le fromage, le comté, tu sais, très compact, très dur. Et puis, ça va devenir du gruyère, et puis presque du fromage râpé au fur et à mesure. Et ça Donc, va se casser facilement. ça va. Voilà. En fait, et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un tendon sain ne rompt pas. D'accord? Une rupture d'un tendon, ça veut dire que le tendon était déjà abîmé depuis bien longtemps. Un tendon Même sain, sur ça une ne rompt pas. surcharge mécanique extrême. Enfin, Bah, oui, franchement, il y a mais des expériences qui ont été faites. Et moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire des dissections sur des tendons humains. Un tendon d'Achille, pour le couper, c'est une galère. Ah ouais. et enfin, on y allait au scalpel, quoi. Je veux dire, on y allait vraiment avec l'outil pour le couper, quoi. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Franchement, c'est chaud. C'est très très chaud. Donc, un tendon qui rompt, c'est un tendon qui était pas sain à la base et qui malheureusement bah, finit par. Donc il y a une phase inflammatoire qui derrière entraîne une phase de dégradation. Et la dégradation, ça s'appelle une tendinose. Le suffixe ose, c'est la dégradation. Tu vois. Donc on sait qu'il y a une phase inflammatoire qui ensuite laisse place à une phase de dégradation. Donc on peut plus vraiment parler de tendinite uniquement parce qu'il n'y a pas juste une inflammation. Donc du coup, on s'est pas fait chier, on a regroupé tous les termes sous terme de tendinopathie, pathologie du tendon, hop, c'est réglé. Mais donc il y a bien une phase inflammatoire, seulement elle n'est responsable de la douleur et des problèmes que pendant une courte période. Est-ce que on peut avoir un tendon qui est dégradé sans forcément avoir de douleur? Complètement. Bah, d'ailleurs, c'est le cas de la majorité. En fait, un tendon, ça se dégrade physiologiquement avec le vieillissement. Mhm. C'est vraiment une structure qui supporte pas le vieillissement, le tendon. Tu vois, c'est vraiment, on n'est pas fait, le tendon est vraiment pas fait pour vieillir, surtout avec notre mode de vie actuel. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je disais tout à l'heure que le tendon avait peu de cellules et que le pool de cellules, donc le quota de cellules qu'on va avoir, il est formé à peu près jusqu'à nos 21 ans, à peu près. Après, Et on continue à en produire, mais c'est pas grand chose, quoi. c'est moins Et donc, qualitatif. bah, c'est pas que c'est moins qualitatif, c'est juste qu'on en produit moins, Ok, beaucoup d'accord. moins, quoi. On en produit surtout jusqu'à nos 21 ans, entre 18 et 21. Et en fait, pour en produire, il faut être actif, il faut solliciter le tendon. Et quand tu vois l'activité des jeunes de moins de 20 ans aujourd'hui, je peux t'assurer que il va y avoir de la tendinopathie, quoi. Donc ça, la tendinopathie ou tendinite dans un premier temps va arriver très rapidement finalement avec la mise en tension finalement du corps, avec la pratique d'une activité sportive. On peut avoir des gens qui peuvent se blesser en finalement un mois de temps, quoi. Ah mais en fait, des fois, des fois, tu sais, il suffit de 1 heure de travail. Ouais, une fois, c'était quoi? Ouais, c'était, je m'étais amusé. Enfin, il y a plus de drôle, hein. Mais j'étais à la Mhm. montagne et tu sais, j'ai voulu faire comme dans les films et j'ai coupé les bûches là, à la hache. Ouais, Tu vois le truc? ouais, bien sûr. Parce que je voyais un gars qui faisait, bah, lui, il s'est habitué, il vit à la montagne, donc il fait ça toute l'année, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, bah, ça va me faire ma séance, etc. Je vais le faire. Et donc du coup, il m'a filé sa hache. Il m'a expliqué un peu le geste. Bon, bien sûr que j'ai rien compris à ce qu'il m'expliquait, parce que en fait, un geste, c'est pareil. Un geste, on peut te l'expliquer 100 000 fois, mais tant que tu l'as pas Si fait, tu le fais pas fait. c'est mort. Bref, j'ai fait bam, 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 et je pense que j'ai dû taper sur la bûche pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure, 45 minutes. Et si tu veux, je voulais le faire parce qu'il y avait un tas à faire de bûches. Et je voulais absolument pas rentrer et dire non, mais j'étais claqué, j'ai pas réussi. Mais je sentais bien que mes muscles, mon corps était pas chaud, chaud, chaud pour ce que j'étais en train de faire.
Et ben le lendemain, j'étais incapable de tendre les bras. J'avais mes tendons au niveau des coudes qui étaient mais surchargés de fou, surchargés de fou. Et ça avait suffi à déclencher cette première phase de tendinite. Donc là, bah, moi, je connais. Donc, si tu veux, j'ai tout de suite mis en place ce que j'ai expliqué, donc l'isométrie, etc. Et puis c'est passé assez rapidement. Si tu veux, une semaine, 10 jours, à la fin de la phase inflammatoire, comme j'ai fait ce qu'il fallait, c'est bon, je reprends ma vie. Mais il n'y a pas besoin de très longtemps. Il y a besoin en fait d'une surcharge mécanique. Donc, en fait, la surcharge, elle peut arriver en 1 heure. Ça dépend ce que tu fais, quoi. Tu vois, demain, je t'assure que demain, t'es pas habitué et je te mets une semaine au secrétariat d'un cabinet médical où tu dois toute la journée taper sur l'ordinateur, gérer la souris, etc. Il y a de grandes chances qu'à la fin de la semaine, tes coudes, ils te disent je suis pas bien là. Siffle. Ouais, Ouais, c'est ouais, je suis terrible. pas bien. Tu vois. Et une semaine, quoi. Il suffit pas de. C'est juste qu'en fait, on a toujours l'impression que les choses sont faciles. Un truc qui a rien à voir, tu vois. Mais là, il y a un défi en ce moment. Je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais en gros, en ce moment, il y a un défi, tu sais, qui tourne, c'est les 100 000 pas dans la journée. Je sais pas si tu vois passer ça sur Instagram. Voilà, Non, j'ai pas vu, non, mais voilà. allons-y, toujours plus. Voilà, tu vois, il faut faire 100 000 pas dans la journée. Et là, j'étais à La Réunion et j'étais avec des collègues et on était un groupe et il y a 2 filles qui se sont dit, allez, venez, on le fait. Super idée. Et en fait, je leur ai dit, mais vous êtes malades, ça va pas 100 000, passer. c'est énorme. Et en fait, je leur ai dit 100 000 pas, c'est 70 kilomètres. Et 70 kilomètres à un rythme un peu correct, c'est à peu près 16 heures. Et en fait, le truc, c'est que le parallèle que je veux faire, c'est que pour elles, marcher, c'est facile. Tu vois, on marche toute la journée, etc. Donc, on a tendance à penser que parce que le geste est facile à faire au début, il ne peut pas avoir de conséquences. Ça ne peut pas devenir difficile. Sauf que si, en fait, passer un certain volume, même le geste le plus insignifiant devient très très difficile. Et le corps, leur corps a cédé, enfin l'une d'entre elles, le corps a littéralement cédé, donc il y a eu douleur énorme, etc. Puis cloque et explosion au bout de 60 000 pas, je crois. Et donc on n'a pas atteint les, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les tendinopathies, c'est pareil. C'est-à-dire que le geste le plus anodin qui nous semble aujourd'hui, tu vois, euh, je sais pas, mais qu'est-ce qui arrive fréquemment? Courir, tu vois, on se rend pas compte. Alors, il y a des personnes qui sont pas du tout actives et qui se disent courir, là, waouh, c'est un truc de dingue, mais pour quelqu'un de sportif, courir, bah, il peut pas se passer grand chose, tu vois, courir 5 bornes. Bon, en vrai, Ça c'est va. 25 minutes, une demi-heure, c'est rien, tu vois. Mais si t'es pas habitué et que tu cours 3 fois 5 bornes par semaine, d'un coup, bah, tes tendons, ils vont pas l'accepter, faut pas rêver, hein. En fait, t'es beaucoup plus faible que ce que tu crois. C'est ça, en fait, le truc, c'est ça qui est dur à accepter. Mais parce que l'ego nous ne veut pas, mais on est beaucoup beaucoup plus faible que ce qu'on croit. On n'est plus du tout des êtres humains athlétiques. Déjà, On on vit plus essaye de dehors. l'être. Ben, c'est, je veux dire, et moi j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Il faut pas non plus en faire un drame. C'est pas un drame de plus être athlétique, tu vois. On vit très bien, on vit même mieux qu'à l'époque où on était athlétique, tu vois. Le Bien confort de sûr. vie c'est plus le même, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'il faut l'accepter. Il faut arrêter de croire que si moi je peux le faire, moi je peux courir 10 bornes, moi je peux faire ceci cela. Pas du tout, pas du tout. T'es plus du tout en mesure de le faire. Si t'es pas entraîné pour, si t'as pas forcé ton organisme à s'adapter, à s'entraîner pour faire cette tâche, t'es clairement pas adapté. Tu prends n'importe qui n'est pas habitué, tu vas lui faire faire une séance d'escalade d'1 heure ou 1 heure et demie, je suis sûr que le lendemain, ses coudes, ils sifflent. C'est sûr, c'est sûr. Ou une rando de 10 heures ou de 8 heures, tu vois, avec du dénivelé. Avec à La Réunion, tu vois, il y a un sommet qui s'appelle le Piton des Neiges, faut grimper, la randonnée, elle dure 9 heures, je crois. Il y a 1800 J'ai un de élève V+. qui l'a fait il y a pas longtemps aussi. Ouais, voilà. Faut pas croire que c'est pour tout le monde. Je sais que tout le monde a envie de le faire, tout le monde se dit, waouh, le lever de soleil là-haut, c'est magnifique, tout le monde le fait, je veux le faire, je veux le faire. Ouais, mais tu peux pas le faire. T'es pas entraîné. Tu vois, t'es assise derrière ton bureau de comptabilité toute la journée, t'as 15 kilos en trop, tu fais plus de sport depuis 10 ans, tu vas pas du tout encaisser. Déjà, la montée physiquement, elle va te faire mal, et la descente, elle va te flinguer les tendons. Le nombre de personnes qui font une randonnée comme ça, et qui à la fin de la randonnée se retrouvent avec les genoux déboîtés parce qu'ils ont des tendinopathies sur les tendons rotuliens, parce qu'ils n'ont pas supporté la descente, mais c'est colossal. C'est colossal. En fait, on est beaucoup plus faible que ce qu'on croit et il faut juste l'accepter. On n'est pas capable de faire tout ce que les autres font. Et ça, c'est un peu le problème des réseaux sociaux. C'est que comme on voit tout le monde faire tout et n'importe quoi, on se dit, ouais, moi aussi, je peux le faire. Tu peux pas. C'est pas possible. Désolé, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte, mais c'est pas grave, il attendra. Ça doit être un livreur, c'est pas très grave.
Je rebondis sur un truc. Est-ce que tout est progressivité? Est-ce que tout est adaptation avec progressivité? Tout, 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 tout. Et ça, c'est la plasticité du corps humain, et c'est ça qui est fascinant. Parce qu'autant je viens de dresser un constat un peu péjoratif, autant il y a quelque chose de très optimiste qui est, si tu veux, si tu fais, tu pourras. Et moi, c'est ce que j'adore avec l'entraînement. C'est-à-dire que c'est quand même l'un des rares domaines, le sport, où tu peux être incapable de faire quelque chose à l'instant T, Mhm. et que si tu t'entraînes pour, tu deviens capable de le faire. Enfin, moi, peut-être que je m'époustoufle devant des choses banales, mais tu vois, imaginons, bah, tu vois, t'es dans le coaching, etc. Tu vois quelqu'un, il a une femme qui essaye de faire une pompe ou une traction. Elle en est incapable. Et parce qu'elle va se donner les moyens, elle va débloquer la capacité de faire quelque chose. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et il y a peu de domaines où c'est mesurable comme ça. Tu vois, j'arrive, J1, j'arrive pas à faire de traction. J20, je passe ma traction. Waouh. Le sentiment de satisfaction, il est colossal à ce moment-là. Tu vois. Et c'est pareil pour tout. Pareil pour tout. Cette capacité d'adaptation, pour toi, elle est limitée principalement par quoi aujourd'hui? L'âge, Dans un spectre de compétences physiques, athlétiques globales, sans forcément l'âge, rentrer dans l'endurance, la force, etc. ouais. L'âge, L'âge. faut pas Mhm. se mentir. L'âge, on est beaucoup moins adaptable à 70 ans qu'à 20 ou à 15. C'est clair. Hein. Ce qui veut pas dire qu'on n'est plus adaptable à 70 ans. Bah, encore heureux, parce que moi, la majorité des patients que j'ai, enfin, peut-être pas la majorité, mais j'ai pas mal de patients de au-dessus de 60 ans et qui continuent à faire des prouesses et à montrer qu'on peut repousser les espoirs très très loin. Ça, c'est pas le problème. Seulement, il faut s'y prendre progressivement et le plus tôt possible. Donc l'âge, clairement. Deuxième chose, le sexe, clairement aussi. On peut dire ce qu'on veut, mais autant socialement, il faut lutter pour l'égalité homme-femme, autant génétiquement, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. L'homme, il a plus de force, il a plus de testostérone, il a plus de capacité physique à s'adapter et à faire des prouesses athlétiques. Ce qui ne le rend pas forcément plus intelligent, tu vois, mais C'est pas beaucoup génétiquement plus con. parlant. Oui, voilà, mais par contre, on n'est pas égaux génétiquement parlant. Donc l'âge, le sexe et ensuite l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Moi, je suis à 2 doigts d'arrêter de soigner les fumeurs. Ah ouais? Ah, c'est catastrophique. C'est Ok. catastrophique. La À quel niveau? cigarette sur le Enfin, à quel corps niveau? On humain. se doute que c'est une catastrophe, mais Bah, en fait, le truc, c'est que la cigarette sur le corps humain, on sait les méfaits sur le poumon, tu vois, sur tout ce qui est respiratoire. Globalement, si ça, on n'est pas au courant aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. ouais. Donc, on le sait. Ok, la cigarette abîme les poumons et détruit la santé cardio-respiratoire. Mais en fait, la cigarette, ça, plus ça va, plus je lis dessus, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que dans mon entourage, ça fume. Mais ça détruit tout, tout. En fait, les tendons, c'est catastrophique. En fait, je sais pas si, ça c'est premier degré. Je sais pas si je peux rééduquer une tendinopathie chez un fumeur. Il y a tellement d'influences négatives que En fait, tu en fait, le problème, la c'est balance, que elle est pas en ta faveur, quoi. ah non, mais en fait, tu vois, c'est que ça c'est assez drôle, c'est-à-dire que les patients sont les premiers à jeter sur les anti-inflammatoires pour calmer l'inflammation, mais ils ont aucun problème à s'injecter un produit inflammatoire dans le corps. Mm. C'est tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont une inflammation, il y a un incendie dans leur corps, ils y vont avec le verre d'eau, mais ils ont aucun problème à envoyer la bouteille d'alcool, tu vois, pour entretenir la flamme. C'est parce que une cigarette, hein, je parle même pas du paquet par jour, hein, mais chez certaines personnes qui sont plus ou moins sensibles, là aussi on n'est pas tous égaux, une cigarette, ça peut déclencher un processus inflammatoire dans le corps. Une cigarette. C'est pareil avec l'alcool. L'alcool, c'est inflammatoire, mais en plus, il y a des infiltrats graisseux, ça détruit le muscle. Franchement, tu viens, tu fumes, tu bois. Moi, enfin, je t'accepte parce que légalement, je peux pas te refuser, tu vois. Puis je suis humain, j'ai envie de t'aider. Mais franchement, on va galérer de fou, de fou. Et j'ai des chirurgiens là, j'ai des collègues chirurgiens parce que moi, j'adore assister aux chirurgies pour voir un peu ce qui se passe. Et ils me disent, c'est pareil quoi. Dès qu'on fait une chirurgie chez un fumeur, le risque d'inflammation dans la zone et de devoir réopérer, réouvrir, etc. pour changer le matériel, c'est colossal. Les croisés, ça récupère très très mal, très très mal. En fait, on s'injecte un produit inflammatoire dans le corps. Donc, ça peut pas fonctionner, quoi. Ça peut pas fonctionner. Donc, la cigarette, c'est catastrophique. Les produits industriels, catastrophiques. Et l'alcool, catastrophique. Donc, celui qui fait la triptyque, là, tu peux pas Mhm. le soigner. Tu peux pas le soigner. Faut pas se leurrer, tu peux pas le soigner. Et d'ailleurs, tu le vois dans les sportifs de haut niveau.
sans réellement être dans leur vie et savoir exactement ce qui se passe, tu sais pertinemment celui qui mange bien, dort bien et ne fume pas, et celui qui fout tout en l'air. Tu le vois tout de suite. Il suffit de regarder le nombre de matchs où il est blessé. Je veux dire, ça va très très vite. C'est vraiment la cigarette, ça détruit tout, tout. Mais il suffit de regarder les dents. Tu vois ce que je veux dire? Les dents d'un fumeur. Regarde l'état des dents après avoir fumé. Ah, Quand tu vois ce chiquette, que elles ça sont fait sur pourries. un, mais ça fait la même chose à l'intérieur de ton corps. Donc tu le vois pas, donc tu t'en rends pas forcément compte. Mais tes tendons, tes muscles, tes tissus, tes os, etc. Ça Non, consume, quoi, ça c'est détruit, le cas. ça détruit. Ouais. C'est vraiment un truc. Comprends toujours pas comment on a pu inventer un bordel pareil, quoi. Bah, je sais pas. Je pense que c'était une époque où les gens avaient peut-être besoin d'un truc pour sortir de leurs conditions de vie. Ouais, je sais Je pas. sais Tu pas. vois là, Franchement, je sais pas. en ce moment, je suis en train de me refaire la trilogie du Parrain, le film là. Ouais, ça fume dans toutes les scènes. C'est un truc, tu t'es dit, mais Ouais. ok, je comprends mieux comment on en est arrivé à fumer sans arrêt. Ça fume, il n'y a pas une Ouais. scène où il n'y en a pas un qui fume, quoi. Mais Peaky Blinders, les films comme ça, les séries comme ça, les mecs, ils ont toujours un c'est truc à la bouche. Toujours un c'est un truc de cigare, fou. un truc, enfin, tout C'est le un temps. truc de fou. Mais par contre, il faut le savoir, quoi. Voilà. Tu fumes, ouais, tu vas Mais devant de gros problèmes de santé, quoi. il y avait moins de produits industriels. Ouais, on va dire ça comme ça. Produit industriel, c'est catastrophique. C'est inflammatoire de fou, hein. Le Ça, c'est sucre, pareil, hein. Le sucre raffiné, le blanc, là. Alors, je suis pas, moi, en plus, moi, je suis un gros mangeur de sucre, hein, donc je suis pas en train de faire la morale. Mais par contre, je sais que quand je prépare un événement sportif, une compétition ou quoi, et que je sais que ma charge d'entraînement va augmenter, là, je suis carré. Parce que le sucre, c'est très inflammatoire, l'effort physique, c'est inflammatoire, et si on cumule tous les trucs inflammatoires dans le corps, c'est sûr qu'il va y avoir un bordel qui va germer quelque part, quoi. alors je rebondis aussi là-dessus du coup, parce qu'on entend maintenant qu'après un effort, et surtout un effort très intense, quand on a besoin de reconstituer un peu les réserves intramusculaires, le glycogène, etc., on pourrait, entre guillemets, manger un peu tout et n'importe quoi juste pour combler la balance calorique et la balance énergétique. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un point de vue général, de manière générale, et d'un point de vue de la santé des tendons, de la qualité derrière des adaptations qu'il va y avoir? En fait, il y a qu'un seul domaine où c'est vrai, c'est le trail. C'est les efforts d'ultra. Parce Pourquoi? que, parce qu'en fait, la quantité de calories que tu brûles pendant l'effort est trop grande pour être comblée par une alimentation saine, machin, etc. C'est, si tu veux, la quantité, tu vois, par exemple, bah moi, tu vois, j'ai fait le Piton des Neiges, là, donc c'est 16 bornes 1800 D+, aller-retour, on a mis 3h50 à le faire en courant, on a brûlé à peu près 4500 calories pendant l'effort, Énorme, énorme. d'accord? 4500 calories avec du riz et du poulet, Ouais, le riz, tu peux plus euh... le voir. Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Donc, jouable. et c'était que 16 kilomètres avec 1800 D+. Donc les personnes qui font de l'ultra sur des très très longues distances avec du dénivelé, etc., ils sont obligés d'avoir un apport calorique où on a beaucoup de calories avec peu d'aliments. Donc forcément, bah, on arrive sur des trucs pas très sains. Mais de toute façon, ce qu'ils font n'est pas très sain. Donc à la rigueur, si tu veux, bon, c'est leur problème. Maintenant, on peut pas conseiller à quelqu'un. Moi, c'est quelque chose. Tu vois, il y avait eu un peu ce buzz là avec un copain là qui est combattant MMA à l'UFC avec son coach, où il avait fait pendant sa diète, il s'amusait à manger, à montrer qu'il mangeait des haribots après ses entraînements. C'est Axel Sola. Ouais, Il est passé à ma salle avec avec. je sais que Maxime François, le coach de lutte. Ouais. Je sais pas, tu Ok. vois qui c'est. Ouais, ouais. Et et du coup voilà, et ça a donné ça. Et si tu veux, Jérôme, qui est du coup son coach, Jérôme Vollerin, lui, il a l'expérience. Et en fait, il sait très bien qu'Axel Sola, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est très suivi, etc. Axel Sola, il a un diététicien qui s'occupe de lui pendant ses diètes et qui lui dit tu peux manger ci, tu peux manger ça. Donc lui, il tape un paquet de dragibus, c'est contrôlé, c'est machin, c'est ceci, c'est encadré, très bien. Le problème, c'est que s'il monte ça sur les réseaux, les gens qui le regardent, souvent les jeunes, ils vont se dire ok, bah moi aussi je peux envoyer du dragibus en fait, parce qu'Axel Sola, il en mange. Sauf que toi, ta condition de vie et ton suivi diététique, c'est pas celui d'Axel Sola. Donc, Pas du on tout. peut pas encourager les gens à manger des choses comme ça en leur disant c'est pas grave, t'en as besoin, il te faut de la calorie, il te faut du sucre, etc. Dans certaines conditions, c'est vrai, mais c'est encadré.
Et pour la majorité des gens, 99% de la planète mange plutôt une pomme. Mmh. Mais Je veux est-ce que dire, le simple fait de reconstituer du coup dans ce cadre-là les réserves énergétiques, ouais. va, ne pas avoir finalement de conséquences sur, Ah si, bah si. OK, Ah d'accord. si, si. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a là, tu manges pour restituer tes stocks de glycogène, donc tu as besoin de sucre. Le glycogène, c'est le stock de sucre que tu vas avoir dans tes muscles et dans ton foie qui vont servir à l'effort, donc tu en as besoin. Donc l'aliment que tu avales va d'un côté donner cette composante énergétique, et après, il y a la composition de l'aliment Mmh. qui va du coup avoir d'autres influences sur le corps. C'est évident que, par exemple, tu vois, je viens de faire le Python des neiges, j'ai dépensé 3500 calories et je décide de combler ces 3500 calories par du McDo, donc j'avale 3500 calories de McDonald's, j'aurais comblé mon apport calorique très bien, mais j'aurais flingué mon système. J'aurais flingué mon système. C'est pas gratuit juste parce que tu reconstitues tes réserves énergétiques. Il n'y a rien qui est gratuit. Il y a rien qui est gratuit. Il n'y a On le rien dit qui est souvent gratuit. aussi, ouais. Il n'y a rien qui est gratuit. Si on pouvait se faire plaisir comme ça, tu vois, genre parce que en tant que professionnel de sport et de la santé, on a tous ce même discours que les gens doivent en avoir marre d'entendre, où on leur dit il faut manger ci, nanana. On est tous pareils. Enfin, Tous. j'imagine. Moi, Ouais, bien sûr, pareil. je suis un fan inconditionnel de cookies. Tu me mets devant une boutique de cookies, je mange des cookies. Alors, j'ai l'avantage de pouvoir m'offrir quand même des bons aliments. Donc, quand je prends un cookie, je prends un. Mais bon, il y a du sucre, il y a du beurre. C'est pareil, quoi. Tu vois, c'est pas le cookie granola industriel, mais c'est pas ouf, ouf, ouf non plus, quoi. Donc, on en mange tous. La question, c'est la mesure, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Quand je mange un cookie, je suis conscient de ce que je fais. C'est-à-dire que je suis conscient que là, à ce moment-là, je me nourris pour le plaisir, mais pas pour le bien-être. Voilà, pas pour la santé. Et j'en suis conscient. Et si tu veux, c'est pas grave. Si, tu vois, c'est polarisé dans le sens où tu fais un 80-20, 80% du temps, tu te nourris pour ta santé, 20% du temps, tu te nourris pour le plaisir, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'inverse. C'est-à-dire que les gens se nourrissent à 80% pour se faire plaisir, et à 20%, ils font attention à leur santé, tu vois. Et Encore. là, par contre, on a un problème. Mmh. Mais tu peux pas, tout le monde ne peut pas avoir la diète de Cristiano Ronaldo. Et encore, je pense que c'est ce qui monte sur les réseaux, mais tu peux pas. On est tous humains, on gère tous des émotions toute la journée, on est tous fatigués. La période actuelle est pas dingue, 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 dingue en termes d'avenir. Quand tu regardes ce qui se passe, t'es pas comme un ouf. Enfin, si manger un cookie, un gâteau, un truc, machin, ça te Ouais. fait plaisir, vas-y. Mais c'est juste qu'il faut pas que ce soit une habitude. Faut pas se cacher non plus, derrière le truc de «j'ai fait du sport, donc je peux me permettre». Non. Ça, En c'est fait, c'est faire du quelque sport, ça te chose. permet rien. Ouais, bien sûr. Ah, Ça te c'est permet rien du tout. T'as fait du sport pour toi, en fait. Tu t'es apporté un plus. Ça veut pas dire que tu dois mmh. t'apporter un moins derrière, quoi. Non, parce que j'ai des gens qui raisonnent véritablement comme ça, et toi aussi, je pense que tu dois Ouais, bien avoir, sûr. ce genre de Ah oui, discours. De toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais j'ai des gens qui s'autorisent le fait de faire ça parce que: «Ah, j'ai le droit. ouais. Ah, ça va, c'est qu'une fois par semaine». Mais en fait, ce que je disais dans un épisode, il y a des gens, vous avez pas le droit une fois par semaine. C'est terminé. Non? C'est trop. Ouais. Bah, en fait, c'est souvent le truc, c'est que ces gens-là, c'est le je fais du sport pour pouvoir manger ce que je veux. Mmh. Cette phrase-là, elle existe. Mais ça, c'est des personnes qui n'ont qu'une seule mesure en tête, c'est le poids. Ouais, Donc ils considèrent clairement. qu'en gros, comme ils ont fait du sport, ils ont dépensé, j'en sais rien, déjà ils sont jamais au courant du nombre de calories qu'ils brûlent dans une séance, sinon ils mangeraient pas autant. Mais en gros, une séance de sport, tu dois brûler entre 300 et 400 calories, tu vois, si elle est Ouais, intense, avec 500 dans ton heure de sport, tu vois. Et du coup, ils considèrent que derrière, ils peuvent s'enfiler 500 calories, peu importe la calorie. Enfin, peu importe l'aliment, quoi. Et en termes de chiffres sur la balance, c'est vrai. Si tu dépenses 500 et que tu apportes 500, ton poids, il bouge pas. Voire même si tu dépenses 500 et que tu en apportes 400, avec la répétition, tu perdras du poids. Mais ça veut pas dire que tu seras en bonne santé, quoi. Ça veut juste dire que tu auras perdu du poids sur la balance. Et ça veut même pas dire que ton apparence physique se sera transformée non plus, parce que si tu apportes que de mauvaises choses, ton poids descend, ton apparence physique, elle, ne s'améliore pas, en tout cas d'après les standards de la société actuelle, quoi. C'est mmh, encore standard esthétique à discuter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout tu changes tu as en tête la mesure du poids, mais pas de ta santé. Sinon, tu manges pas comme ça.
Sans compter sur l'impact hormonal, sans compter sur l'impact physiologique qu'on maîtrise même pas, hein. La seule maîtrise que l'on peut avoir, c'est être sûr de manger suffisamment de légumes, suffisamment de protéines, le moins Bah, transformé possible. Et même comme ça, on n'a pas l'influence non, sur tout. là, tout à l'heure, c'est con, mais j'étais à la salle et j'étais en train d'en chier. Euh, sur ma séance, j'avais rameur plus vélo, j'étais en train d'en chier. Et en fait, en gros, je faisais la rameur, je me lève, je vais au vélo et j'avais pas le droit de repos, donc j'enchaînais. Et à un moment donné, dernière série, je finis le rameur, tac, je me lève, je me tourne et derrière, donc dehors, hein, derrière la vitre de la salle, je vois une femme qui fume avec sa bière, tu vois. Et je me dis quelle injustice, parce que moi, je suis là en train d'en chier. Je mange bien, machin, etc. Et à tout moment, elle vit 90 ans et moi, je chope un cancer. Ah, mais c'est sûr. Parce que Enfin, c'est tu peux sûr, c'est pas. ce que je te souhaite pas, je te souhaite pas, Non, mais mais je veux dire, mais faut il en y a être des, conscient, hein. bien Faut en être sûr. conscient, c'est possible, tu vois. Faire du sport, manger sain, etc. ne te préserve pas de la maladie et des choses comme ça, tu vois. Ça diminue tes chances, en tout cas, oui, ça diminue tes chances et avoir des comportements malsains augmente tes chances d'avoir une maladie, mais ça ne garantit pas de pas en avoir. Tout comme ça ne garantit pas d'en avoir une si tu te comportes, enfin, si tu as des mauvais comportements. Donc la vie est profondément injuste à ce niveau-là. Après, c'est une question de savoir pourquoi tu le fais et si tu veux mettre les chances de ton côté ou pas, tu vois. C'est un peu dans ce cas-là, on a tous la même réflexion avec la retraite, tu vois. Est-ce que je cotise à ma retraite ou pas? Parce que si tu meurs avant ta retraite, tu trouveras la vie profondément injuste d'avoir économisé tout cet argent, enfin, payer toutes ces cotisations pour finalement ne jamais les toucher. Mais en même temps, si tu vis jusqu'à ta retraite, tu seras très heureux de la toucher. Bah là, c'est pareil. Tu as plus de chances de vivre jusqu'à ta retraite quand même. Tout comme, Ça, et ça c'est une phrase qu'il faut quand même dire, l'argument numéro un des personnes qui ont des comportements, une hygiène de vie malsaine, c'est il faut bien mourir un jour. Tu sais, souvent c'est un truc comme ça. la phrase typique, ouais. Voilà. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'effectivement, il faut mourir un jour. Et si tu meurs d'un coup par arrêt cardiaque, très bien. Mais tu as quand même beaucoup, beaucoup plus de chances de vivre 10 ans malade, hein, avec un Ouais, cancer, avec des grosses pathologies, etc., où tu vas vivre 10 ans d'enfer. Tu meurs. Il y a surtout, très peu de personnes qui meurent d'un coup, hein. et surtout, tu te dis ça, tu fais le beau quand tu le dis, mais quand ça t'arrive sur le coin de la gueule, tu fais pas très, enfin, t'es pas, C'est pas bien parce que tu souffres et tout l'entourage souffre, hein. ouais, tu te dis Quand il faut putain, aller je pense voir, que ouais, donc ouais, tu c'est meurs pas pas d'un joyeux. coup, hein. Non, tu meurs. T'as plus de chances de vivre 10, 15 ans dans un état catastrophique, hein. Hmm. Je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure au niveau des blessures et de la douleur. Est-ce que c'est vrai aussi qu'on peut, enfin, je t'ai entendu sur le sujet, mais je te pose la question comme ça, les gens pourront attendre ta réponse. Est-ce que c'est vrai aussi qu'on peut avoir de la douleur sans forcément être blessé? Ouais, complètement. Complètement. La douleur, c'est multifactoriel. La douleur, c'est un bordel de fou. Euh, Il y a des, tu vois, par exemple, pour faire très simple, hein, il y a des personnes amputées d'une jambe qui ont mal à la jambe, ou qui ont la Ouais, sensation d'avoir des douleurs dans cette jambe-là, des c'est un douleurs exemple fantômes, que je ça prends s'appelle. souvent d'ailleurs, Donc ça montre bien que qui est assez marrant. tu... Marrant, pas marrant, mais Ouais, ouais, mais qui est, surprenant. ouais, surprenant. Merci. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la douleur, déjà, il faut savoir que toutes les douleurs sont fabriquées par le cerveau. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que l'information la douleur est une information nerveuse qui est construite par le cerveau par rapport aux informations qui lui remontent de la périphérie, donc des membres, des muscles, des tissus, etc. Donc c'est comme ça. C'est si j'anesthésie par une piqûre la branche nerveuse qui gère la douleur, tu n'as plus mal. Donc ça montre bien que c'est construit par le cerveau. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est inventé, mais ça veut juste dire que c'est construit par le cerveau. Donc c'est tout à fait contrôlable. Les récits de personnes qui sont capables de contrôler une douleur horrible, c'est réel, c'est faisable. L'adrénaline, les choses comme ça, il y a des exemples de courses olympiques sur 100 mètres où le mec finit son 100 mètres avec une rupture du tendon d'Achille. Alors que normalement, c'est juste impossible. La douleur d'une rupture du tendon d'Achille, c'est colossal. Tu t'arrêtes, tu tombes. Il y a des gens qui s'évanouissent sur ces genres de douleurs. Donc, la douleur n'a rien, enfin, est liée à la structure. En gros, l'état de la structure est un élément qui peut déclencher la douleur, mais la douleur peut être déclenchée sans problème de structure. Et comment on fait pour en sortir du coup si on n'a plus de problèmes structuraux? C'est-à-dire que en gros le tendon, le muscle, notre structure propre, matérielle, on va dire, n'est pas Ouais. lésée. Comment on fait pour sortir de ça?
Bah, déjà, l'idée, c'est de traiter la douleur le plus tôt possible, parce que plus on vit avec la douleur, plus il y a de chances de la somatiser. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le phénomène de sensibilisation centrale. C'est que le cerveau lui-même, par le biais des nerfs et donc du système nerveux, va produire les molécules douloureuses dans la zone. Donc, on continue à avoir mal, par exemple, au genou. Pour autant, le genou, structurellement parlant, va bien. Mais c'est notre cerveau qui, parce qu'il a vécu avec la douleur pendant X mois, X années, produit cette douleur. Donc l'idée, c'est de régler la douleur le plus vite possible. On en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que moi, par expérience, de manière empirique, j'ai remarqué deux comportements des personnes qui ont des douleurs chroniques qu'elles font assez régulièrement et qui favorisent cette somatisation de la douleur. La première, c'est qu'elles passent leur temps à toucher la zone douloureuse. Tu vois, quelqu'un qui a mal au dos, constamment, il touche son dos. Quelqu'un qui a mal au genou, il est constamment en train de toucher son genou, etc. Ouais, c'est Donc vrai. en fait, on associe cette zone a de la douleur. Et donc pour le cerveau, cette zone-là, bah, elle doit être douloureuse. Le deuxième comportement, c'est que les gens qui ont des douleurs depuis longtemps, des douleurs chroniques, ils passent beaucoup de temps à tester la douleur. C'est-à-dire que ils vont faire des mouvements pour voir si ça fait mal. J'ai l'habitude d'avoir mal, et tiens, je vais essayer voir si ça me fait mal. Ah ouais, ça me fait mal. Et bien en fait, ça, c'est à proscrire. Parce que le cerveau, il s'adapte aux demandes, et un peu comme l'expérience des chiens de Pavlov, si on fait l'expérience du je cherche la douleur, et quand j'obtiens la douleur, j'arrête l'expérience, pour le cerveau, la douleur est une récompense qui est recherchée. Donc il n'a aucune raison de supprimer cette douleur, au contraire, il va l'entretenir. Puisque quand tu déclenches la douleur, tu arrêtes l'effort. Je fais un effort, j'ai de mal, j'arrête l'effort. Donc je cherche la douleur, donc j'ai un circuit de la récompense qui se met en place. Donc forcément, je somatise cette douleur-là. Donc il y a deux choses en tout cas moi que j'ai remarqué, il y en a peut-être d'autres, mais deux choses que moi j'ai remarqué. Un, il faut arrêter de toucher la zone. Et deux, il faut arrêter de chercher à savoir si ça fait mal. On vit sa vie normalement, et si dans le mouvement on a la douleur, c'est quelque chose, mais c'est pas quelque chose qu'on a recherché. Est-ce que par une stimulation, enfin non, du coup ça va à l'inverse de ce que tu dis, mais est-ce que par une stimulation de cette douleur, on peut du coup repousser ce seuil de douleur et à un moment donné ne plus avoir mal? Ça marche, Ah, je n'ai pas non. expérience. Après, le truc c'est que si tu veux, comme la douleur remonte par les voies nerveuses, il y a des méthodes qui, en gros, saturent ces voies nerveuses par beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est-à-dire que, typiquement, ça, c'est une technique qui marche assez bien en kiné. Chez les personnes, souvent, c'est sur les sciatiques ou les douleurs au niveau du dos. Et il y a un point qui est extrêmement douloureux, c'est à peu près au niveau du piriforme, donc pas loin de la fesse, où en gros, il y a des techniques de kiné qui mettent le coude à cet endroit-là et ils appuient sur le point, ça crée beaucoup de Ouais. douleur, et après, ça crée un soulagement. Et en fait, c'est parce que pendant ce moment-là où tu as appuyé, tu as saturé les voies nerveuses de la douleur, et donc du coup derrière, il n'y a plus rien qui passe, quoi. Bon, jusqu'à temps Mais ça revient que ça après, revienne, ça hein. revient C'est après. clairement Ouais. pas c'est clairement pas thérapeutique, hein. C'est antalgique, ça soulage, mais ça guérit pas. Et là, l'apport, si je peux dire ça comme ça, en anti-inflammatoire, en antidouleur, est-ce qu'il peut être utile des fois pour couper le signal Oui, douloureux, ne serait-ce que pendant un laps de temps, pour oui. voir si le corps réagit? Moi, des fois, je demande à ce que les gens prennent des anti-inflammatoires sur la tendinopathie. Je réduis quasiment que ça. Mais c'est-à-dire que, en gros, jamais pendant les 10 Ouais, premiers c'est ce que jours, j'allais dire. Ok, d'accord. jamais pendant les 10 premiers jours, et ensuite, uniquement si aucune contrainte mécanique, étirement, contraction isométrique, excentrique, ne peut être fait, parce que douleur. Donc si la Ok. douleur empêche le mouvement, comme la thérapie passera par le mouvement, bah, il va bien falloir régler cette douleur en premier. Donc s'il faut que tu prennes un peu d'anti-inflammatoire pour calmer la douleur et qu'on puisse commencer à travailler, tu prendras des anti-inflammatoires de manière contrôlée et qu'on arrêtera le plus tôt possible. Mais encore une fois, ça sera pas la raison qui fera que tu auras plus mal parce que tu n'auras pas traité Alors, finalement la cause du problème. alors malheureusement, c'est peut-être la raison pour laquelle tu n'auras plus mal. Mais c'est Mais pas ça pour sera autant que pas tu la. iras bien. Oui, ok. Ouais, Ce que voilà. tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément Exactement. au Et niveau en fait, c'est ça structurel, ça le sera pas truc très sain. qu'il faut bien comprendre dans la vie de tous les jours, c'est qu'il y a une différence profonde entre se sentir bien et aller bien. Tu vois, il y a plein de techniques de kiné, médicales, etc., qui te font te sentir bien. Tu vois, Genre les massages. les masses, exact ce que j'allais dire. Tu vois, t'as des courbatures, enfin, t'as des nœuds dans le trapèze, t'as mal au cervical, boum, on te fait un petit massage, tu te sens bien.
mais t'as absolument pas réglé le problème. Tu vas pas bien, hein, tu vas pas mieux. C'est juste que pendant quelque temps, tu vas te sentir bien, on t'a soulagé la douleur, etc. Parce que on a utilisé des techniques qui ont un peu triché avec le système nerveux, donc du coup, bah, tu perçois plus la douleur, mais tu vas pas bien, tu vas pas mieux. Et donc ça, c'est important de faire la différence. T'as une tendinopathie, tu prends des anti-inflammatoires, bah possiblement ça va calmer la douleur, tu vas te sentir bien, mais tu ne vas pas bien. Ton tendon ne va pas mieux, voire même il va moins bien. Revenant sur l'alimentation, qu'est-ce que tu penses du coup c'est la grande mode, hein, de tout ce qui est collagène, de tout ce qui est protéines, on va dire, même pour ceux, même si on, voilà, de complémentation alimentaire qui pourrait amener des bénéfices. J'étais chez un client ce matin et j'ai vu son petit colis Humble Ouais. avec. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, faut savoir qu'en France, on a le luxe, et enfin, ça dépend un peu, mais normalement, si on achète français, c'est extrêmement contrôlé. Donc, tu peux pas te faire avoir, ça peut pas être nocif pour ta santé. Ça peut être nocif pour ton portefeuille, mais pas pour ta santé. Ça, après, c'est chacun ses choix. D'accord. Tu vois, quand j'entends les gens qui mettent 150 balles tous les 2 mois dans du collagène, mais qui 5 euros de dépassement d'honoraires, c'est trop, je comprends pas. Tu vois. Mais bon, après, encore une fois, c'est chacun met l'argent où il veut, c'est pas un problème. Euh, donc, si tu achètes français, je précise bien, si tu achètes français, parce que les normes ne sont pas les mêmes dans tous les pays, si tu achètes français, c'est extrêmement contrôlé, il y a très peu de chances que ce soit nocif pour ta santé. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va être positif pour ta santé? Je pense que à peu près tous les compléments alimentaires ont des effets positifs pour la santé. Après, à quelle échelle, ça c'est discutable. Et quand on voit le prix, c'est encore plus discutable. Il y a à l'heure actuelle la whey, la protéine, la lactosérum, hein, la protéine en poudre, est un complément alimentaire qui a prouvé son efficacité scientifiquement. Donc on sait que l'apport de whey peut permettre de combler les apports protéiques quotidiens, journaliers de la personne si elle n'y arrive pas par son alimentation normale. Parce qu'encore une fois, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, on est tous plus faibles que ce qu'on pense et on mange tous moins de protéines que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en gros, le total protéique par jour chez un adulte lambda, il est à 1,4-1,6 grammes par poids de corps. Si les gens font le calcul, ils y sont pas. Et 200 grammes, bah, prenons un gars qui fait 100 kilos, s'il prend 1,5, ça lui fait 150 grammes de protéines. C'est pas 150 grammes de poulet, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est 150 grammes de protéines. Hein. Donc, c'est pas évident, surtout vu le prix des aliments protéiques aujourd'hui, d'avoir ces apports-là par l'alimentation. Donc, bah, la protéine en poudre peut être une solution. La deuxième pour le sportif, et je parle bien juste pour le sportif, c'est la créatine, qui a prouvé également son efficacité dans la récupération et la gestion de l'énergie. Le collagène, de manière empirique, donc par le témoignage des gens, il semble y avoir des effets positifs sur le tendon. La science, elle, informe que si on prend la bonne dose de collagène avec de la vitamine C juste avant une stimulation mécanique, donc un entraînement adapté pour le tendon, 30 minutes après, les marqueurs de synthèse des éléments du tendon, donc notamment du collagène de type 1, sont augmentés. Ce que va devenir ce collagène, où il va se situer, quel rapport il aura avec la tendinopathie et le tendon, etc., on ne sait pas. On sait juste que cette méthode-là favorise la production de collagène. C'est tout. Donc moi, je reste persuadé qu'on finira par démontrer que c'était positif. Après, c'est clairement la cerise sur le gâteau. Et j'en discutais avec quelqu'un qui est plus qu'impliqué là-dedans, qui est Christophe Cario, qui est le fondateur de NutriPure. Donc lui, voilà. Et il le reconnaît objectivement, et si on lui pose la question, il le dit sans problème. La supplémentation, la complémentation, c'est un complément, c'est la cerise sur le gâteau. Ça sert à rien de prendre du collagène si derrière il n'y a pas des choses euh, réelles, concrètes, qui sont mises en place pour rééduquer ton Tu tendon. fumes et tu manges des sucres et du sucre, Par exemple. des Et gâteaux. tu fais pas de rééducation. Ouais, non, mais Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et il le dira lui-même alors que euh, son, son entreprise est basée sur la vente de compléments alimentaires. Mais il n'a pas de problème à reconnaître ça et c'est la vérité et je trouve ça très juste de sa part. Voilà, ce sont des compléments
complément. Enfin, je veux dire, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, hein. C'est un complément alimentaire. Je pense que les gens ont envie de se convaincre Ouais, qu'ils font les choses moi, je, correctement. moi, j'ai pas de problème avec ça. Chacun mène sa vie comme il veut. J'ai pas de. On me pose la question, je réponds, tu vois. Mais après, chacun fait absolument ce qu'il veut. Si toi, ton plaisir, il est dans la manger les fast-food, etc., et fumer et boire, moi, ça me pose aucun Non, non, problème. je parle pas par rapport à ça, je parle par rapport au collagène, justement. Oui, Des mais fois, pareil, si tu veux penser, j'ai l'impression que c'est un peu le moyen de se dire, bon, bah, je fais les choses bien, sans trop de ouais, bah, difficultés. pas de problème, pas de problème. Tu vois, je veux dire, moi, encore une fois, tu peux pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Bah, je suis entièrement d'accord et ça me fait rebondir du coup sur une autre question. Est-ce que tu arrives finalement à convaincre les gens euh, à faire ce qu'ils doivent faire finalement pour leur réhabilitation? Est-ce que tu Non. composes plus toi dans ton quotidien ou est-ce que tu arrives finalement plus à les inciter à faire ce qui doit être fait? En fait, plus ça va et plus j'ai remarqué que dès la première séance, voire même dès la prise de rendez-vous au téléphone, je sais si ça va fonctionner ou pas. Ou enfin fonctionner, ça fonctionne globalement toujours, mais combien de temps ça va prendre? Ok. Parce que la personne, elle est impliquée ou elle est pas impliquée. Et si elle est pas impliquée, tu la forceras pas à être impliquée. Moi, j'ai abandonné ça, ça me coûte trop d'énergie et du coup, j'ai plus cette énergie pour les personnes impliquées. Si t'es pas impliqué et que quand je te demande de faire tes exercices 3 4 fois par semaine et que tu les fais qu'une fois, eh ben t'avanceras à ton rythme. C'est-à-dire très lent. Voire t'avanceras des fois pas. Et c'est ton problème. C'est ta décision. Après tout, c'est ta vie. C'est toi que ça concerne. Moi, j'ai réussi à me détacher personnellement de ça. C'est-à-dire que je suis conscient, j'ai aucun problème à reconnaître quand je merde dans mes prises en charge, quand la faute vient de moi, mais j'ai aussi aucun problème à reconnaître quand la faute ne vient pas de moi. Et ça, je l'accepte et je me retire du truc et je me dis, ok, moi j'ai fait ce que j'ai pu, je l'ai conseillé, je l'ai recommandé, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, je lui ai expliqué aussi, elle faisait ça fonctionnait. Mais non, elle a décidé de pas m'écouter. Qui je suis pour la forcer? Personne. De toute façon, elle m'écoutera pas, cette personne. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que t'arrives quand même à avoir des gens qui sont finalement déçus que ça aille pas assez vite? Ah bah oui, oui, bien sûr, j'ai des gens qui sont déçus que ça aille pas assez vite. Mais quand la déception arrive, c'est presque le meilleur moment pour essayer de les convaincre. D'accord, pour faire C'est-à-dire un peu de que, pédagogie. exactement, je leur montre que voilà, vous avez fait comme vous avez voulu pendant ce laps de temps. Je vous ai conseillé ça, vous avez fait 50% de ce que je vous ai recommandé. Voilà les résultats que vous avez. Est-ce que maintenant vous seriez prêt à essayer de faire 100% de ce que je vous demande? Si la personne continue à dire non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Franchement. C'est sûr. C'est tout, bah, c'est ta vie. Moi, c'est tes tendons, c'est ton truc. Ok, ok. C'est quoi ce qui amène la plupart des gens, ce que tu vois au quotidien, ce qui amène la plupart des gens vers la blessure, vers la douleur? Généralement. Trop, trop, Ouais, trop, ok. juste trop. C'est alors soit il y a des personnes qui n'ont pas trop de chance et qui ont un métier qui va avoir tendance à favoriser l'apparition des pathologies parce que ils répètent tout constamment tous les jours le même mouvement, etc. Donc ça bon bah c'est pas trop de leur faute, mais en même temps c'est pareil, hein, le métier, c'est dur à dire, hein, mais c'est quand même eux qui l'ont choisi. Donc c'est aussi de leur responsabilité de mettre en place des routines, des choses qui pourraient contrecarrer les effets négatifs du travail. Tu vois. Moi par exemple, je suis devenu beaucoup plus sédentaire depuis que je fais des conférences, des visios, des choses comme ça. Je l'ai choisi. Donc, dorénavant, les visios, la majorité des visios que je fais, je les fais en marchant, etc. J'ai acheté un tapis de marche. Bref, c'est mes choix, j'assume la responsabilité de mes choix. D'accord. Euh, donc, les gens, euh, les gens doivent prendre conscience de ce qu'ils font au quotidien, des risques, et ensuite, bah, accepter la responsabilité de ces risques et mettre en place des choses qui vont les diminuer, quoi. Tout en sachant que, comme pour l'histoire du cancer, on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous la même résilience. Exactement. Et est-ce que c'est mieux pour toi dans le cadre de la musculation, par exemple, de pas faire certains exercices Non, non? Ok. non, il n'y a pas de mauvais exercices.
Alors, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où il y a des gens qui sont tellement sédentaires, ont tellement peu de temps finalement à accorder à ce qu'ils devraient faire pour faire certains exercices, pour avoir les capacités de. Ouais. Est-ce que c'est pas mieux des fois de se dire, ok, on switch ça, on fait une adaptation plus Ben, en fait, judicieuse? ce serait bien si tous les coachs étaient bons. Moi, c'est un peu ma manière de fonctionner maintenant. Avec 10 ans presque dans les pattes, Ouais. je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient deux à quatre fois 1 heure par semaine. Et encore, 4 fois par semaine, la plupart des gens, c'est 2 fois. Ouais, bah, c'est ça. Mais si le coach est bon, tu te réfères au coach, il adapte et tout va bien par rapport aux capacités actuelles. Le problème, c'est que tu pourrais recommander aux gens de prendre un coach, mais des fois, quand je vais à la salle et que je vois ce que font certains coachs, je me dis putain, claquer 60 balles pour ça. Enfin, le coach est plus cheerleader, tu vois, à taper dans les mains, à encourager que vraiment préparateur physique, quoi. Donc, je sais pas. Effectivement, il faut bien avoir conscience de pourquoi tu fais du sport, en fait. C'est ça la question qu'il faut se poser à la base. Et la réponse, c'est que c'est jamais pour la santé. Franchement, c'est très très rare les gens qui font du sport pour la santé. Faut arrêter de se leurrer avec ça. Euh, Moi, je fais du sport quand je me chauffe pour un challenge. C'est pour la réussite de ce challenge. C'est pas pour ma santé. La majorité des gens qui vont à la salle de sport, c'est pour l'esthétisme. C'est pas pour la santé. Et sinon, le reste, c'est pour la performance. Franchement, les gens qui font du sport pour la santé, c'est ceux qui ont plus de 60 ans. En fait, ils ont dépassé ce stade de l'ego, de l'esthétisme, ils en ont plus rien à foutre de rien. Moi, j'adore ces gens-là, ils me fascinent. Ils en ont plus rien à foutre de rien. Tu sais, c'est les gens à partir de 65 ans, ils ont plus rien à foutre de rien. De Ils tout. vont au sport parce qu'ils ont compris que c'était bon pour eux. Et ces gens-là, tu peux vraiment leur faire faire des choses bonnes pour elles. Parce que c'est le fond de leur recherche. La personne qui va à la salle pour l'esthétisme, tu peux lui parler de santé toute la journée si tu veux. Elle en a rien à foutre. Elle va te dire oui, 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 j'en ai conscience, machin, etc. Bon, maintenant, comment je fais pour avoir des pecs? Tu vois, c'est ça qui va se passer. Donc, en gros, il faut donner à la personne ce qu'elle veut et après tu pourras lui donner ce dont elle a besoin. Mais il faut qu'il y ait un contrat de confiance qui se mette en place. Donc si tu vas à la salle pour perdre du poids, ben ok, même si pour toi ce serait mieux de faire ça, pour l'instant je vais te faire faire du poids. Et puis quand tu auras perdu un peu de poids et que tu me feras confiance, doucement je rajouterai des trucs qui sont bonnes pour ta santé. Mais si tu vas au conflit direct dans les intérêts, si tu as un conflit d'intérêts, moi je veux perdre du poids et toi tu arrives avec ta santé, ça marche pas. La personne va se braquer et fera jamais ce que tu lui dis. Ouais, on va pas dans le même sens. Exactement. Donc moi, des fois, ça m'arrive d'arrêter de travailler avec des gens, hein. C'est pas De ton initiative. exactement. Moi, je leur dis, hein, il n'y a aucun engagement contractuel, hein, même pour les suivis à distance, les trucs comme ça, vous arrêtez, mais quand vous voulez. Et moi, je suis libre d'arrêter quand je veux. C'est-à-dire que il y a des personnes, elles prennent un suivi à distance, on fait le bilan, je fais le programme, disparition totale. Elles reviennent un mois après en me disant bon bah voilà, bon, ça a pas trop marché, machin. J'ai dit mais j'ai aucune nouvelle pendant le mois. Ah oui, mais je dis ah, vous savez quoi? Je pense que vous pouvez trouver mieux que moi pour vous. J'ai aucun problème là-dessus. On arrête là, quoi. J'ai des personnes qui sont investies, qui attendent, j'ai une liste d'attente de personnes qui veulent que je les suive, etc., qui sont impliquées. Pas envie de perdre du temps avec les personnes pas impliquées. Mais c'est un choix personnel, hein. Ton activité principale, c'est quoi? C'est kiné ou préparateur physique? C'est kiné quand même. C'est kiné? Ok. Ouais. Dans l'idée, c'est de faire que ça ou c'est continuer quand même à faire un peu de Non, moi prépa? je suis très bien comme ça avec un Ok. 60-40, je dirais. Je dois avoir un Ok. 60-40, 70-30. Après là, j'ai le statut de formateur qui prend de plus en plus de place, donc il réduit un peu les autres. Mais la préparation physique, j'adore. Mais le problème, c'est que la préparation physique, déjà, il faut trouver des personnes qui peuvent se payer de la préparation physique. Ouais, c'est Bah, compliqué. c'est pas évident. Donc les athlètes que j'ai, c'est des athlètes de haut niveau dans des sports bien particuliers et qui sont disponibles que certaines parties de la saison. Donc le reste de la saison, bon bah j'ai un peu de coaching particulier parce que ça me fait plaisir un petit peu de faire du sport aux gens, etc. Ça reste quand même le fondement de mon métier. Mais sinon, c'est beaucoup de kiné, ouais. Pratique toujours un peu les sports de combat? Je pratique toujours un peu, Un peu. un Léger. peu léger. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, et je l'assume parfaitement, je m'entraîne pas pour ma santé. J'essaie d'en avoir un petit peu de parsemer mon entraînement de gouttes de santé. Je fais de la mobilité, je fais des choses pour mes tendons, etc. Parce que j'en suis conscient et que j'essaie de véhiculer l'image que j'essaie de rapporter, tu vois, d'être un peu à l'image de ce que je dis. Mais moi, j'ai besoin d'un challenge. Et clairement, aujourd'hui, j'ai clairement pas la prétention de pouvoir challenger un combat. Tu vois, j'ai eu, mais j'ai plus.
Donc, Énormément d'applications en plus. Tu je veux faisais du dire, MMA, c'est ça? j'ai fait, j'ai fait du MMA et puis après, je faisais que de l'anglaise. Et les sports de combat, c'est quand même un sport. Tu peux pas y aller pour délirer, quoi. Tu vois? Tu peux aller jouer au foot, t'es pas en forme, c'est pas grave. Tu vas faire je sais pas moi, une séance de muscu, t'es pas en forme, c'est pas grave, tu vois. Tu t'inscris dans un club, t'as match le samedi soir, tu rates ton match, bon, t'as passé une mauvaise soirée. T'as combat de boxe le samedi soir et t'es pas en forme, tu passes une très très mauvaise soirée. Ouais, puis même à l'entraînement, quand tu te fais rouler dessus, c'est chiant. Voilà. C'est Je veux dire, donc patate. ça fait mal, hein. Faut pas oublier quand Ouais, même bien que sûr. ça fait mal. Et là, pour le coup, bah, c'est pas bon pour ta santé. Je veux dire, t'es à la ramasse dans un combat de boxe. Tu finis physiquement fatigué, mentalement t'es pas au top parce que t'es fait défoncer. Et en termes de santé, t'es pas ouf, hein. Faut arrêter de se leurrer, hein. T'as servi de punching ball pendant, je sais pas, 5 ou 6 sparring. T'es pas comme un dingue, hein. Donc non, les sports de combat, j'y vais pour délirer. À chaque fois que je vais à la salle, j'ai mon coach qui me fait rire et qui me dit bon alors cette année, tu reprends les combats, tu reprends les combats et ça doit faire 5 ans qu'il me répète la même chose, il doit se lasser. Mais non, j'ai pas d'objectif comme ça. Je les suis, je les soigne quand je peux, quand ils ont besoin de moi, qu'ils font appel à moi, etc. Mais non, je remettrai plus les gants. Enfin, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. Tu me diras de remettre les gants avec Axel, mais sinon non, je reste loin d'eux. Ils sont trop dangereux. Oh, trop complexe, on a du temps à mettre autre part. Exactement. Merci beaucoup, Valentin, pour ton temps. Bah de C'est rien. super cool. Je pense que les gens qui m'écoutent régulièrement sont très très contents de te découvrir et d'avoir entendu ces belles paroles. Où est-ce qu'on peut te retrouver Ah, principalement? bah principalement sur Instagram, donc Motion Therapy Expert. Il y a la newsletter Human Better que j'écris tous les dimanches. Ok. Et c'est principalement les deux endroits ou au cabinet. Mais il faut prendre rendez-vous. Ouais, et puis t'es dans le sud de ce que j'ai compris, donc Et c'est. je suis dans le sud. Ou en suivi à distance. Pour les personnes qui ont besoin à Ouais, distance bah, et qui c'est sont cool. loin du sud, il y a les suivis à distance. Motion Therapy avec un Y et pas un I sur Ouais. Instagram. Dernière question, qui pourrais-tu me recommander dans ce podcast? Quelqu'un que t'aimerais entendre dans le Ah, faut le sport sujet. Donne-moi un thème. Un truc qui sport, te branche. Dans le sport, sport sport ou bouffe? ou bouffe. Honnêtement, bon, il est extrêmement pris. Extrêmement pris. Mais Christophe Carieux, c'est quand même un puits de science. Ouais, Cario, c'est costaud. Non, mais il est très très accessible, hein. Ouais, Et je me doute il est très pour le accessible. Si voir tu lui très écris, il te régulièrement. répond, hein. Si tu lui écris, il te répond, c'est pas un problème. Après, il te donnera enfin, il va regarder ce que tu fais, etc. Mais c'est vraiment un puits de science. Et dans la même gamme, pour moi, les deux, ils sont un peu jumeaux dans l'expérience. C'est Rudy Koya. Ouais, Rudy, ouais. Et par contre, les deux, je pense, je te dis pas, c'est pas des noms que tu peux pas avoir sur le podcast. Si tu leur proposes, il y a des chances qu'ils disent oui. Rudy, un peu plus libre que Christophe, mais c'est des gens qui peuvent te dire oui. Ouais. Ouais, Rudy, je me doute, je suis sur son Patreon et globalement, il dit que Ouais. Il est il ouvert. accepte Enfin, régulièrement il faut les pas lui invités. demande pas un podcast de 3 heures, etc. Ouais, je Mais sais bien. mais il est là-dessus. Et après, qui est-ce qui a des choses hyper intéressantes à dire dans le sport, c'est dans les sports de combat en plus. Ouais. Ouais, pourquoi pas Axel, hein. Bah, j'y ai pensé. J'ai commencé à Axel, gratter ces c'est questions. ouais, Axel, il est ouvert, il parle très bien, Ouais, il aime ouais, bien ce genre de choses. Il fait le timide, mais il aime bien ce genre de choses. Moi, pour le connaître très très bien, il aime bien. Ouais, si tu lui écris, alors c'est pareil. Par contre, Axel, il est tellement pas réseaux sociaux que pour le contacter, c'est pas évident. Mais si tu lui écris, qu'il voit ton message, il y a des moyens qu'il accepte. mais j'y ai pensé. En plus, comme je t'ai dit, il était passé à notre salle avec, Ouais, il y a le lien avec Maxime, il y a le lien avec toi maintenant, et puis ça peut clairement, je pense créer. ouais. Puis en plus, il dit des choses intéressantes. Il a fait un master STAPS Pour aussi en ça, ouais. préparation physique. Il est brillant. C'est pas juste un très très bon combattant, hein. Et puis, en plus, il y a le spectre des sports de combat, enfin, du MMA, comme je Ouais, prépare un mec, qui fait son petit cursus aussi, c'est cool. ouais. Top. Eh ben, merci beaucoup, Valentin. Merci encore pour ton temps, et je te souhaite une bonne continuation. Eh ben merci, toi aussi. Yes, ciao.